Le podcast est présenté par Biaformation. Biaformation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parle-moi de santé, vous pouvez utiliser le code rabais Goujon15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à Biaformation pour la confiance et bon podcast. Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 42 aujourd'hui. On va parler de lombalgie chronique. Mon invité, c'est Yannick Tousignan-Laflamme, qui est physiothérapeute de formation, professeur-chercheur à l'Université de Sherbrooke. C'est un gars absolument brillant. Donc, on parle, le sujet central aujourd'hui, c'est les lombalgies chroniques, mais grosso modo, on parle de douleur chronique, on parle de douleur, on parle de qu'est-ce qui influence la douleur. L'épisode est basé autour des lombalgies parce que les travaux de recherche de Yannick ont beaucoup porté sur les lombalgies chroniques en termes de son modèle qu'il a développé dans les dernières années pour évaluer et prendre en charge les douleurs chroniques. Et grosso modo, de quoi on parle aujourd'hui, c'est quoi les éléments qui catalysent la douleur chez les gens. Donc, on appelle ça des drivers de la douleur en anglais. Le nom m'échappe en français, mais on en a parlé dans le podcast, dans la discussion. Et je pense que c'est un épisode extrêmement important pour n'importe qui a une douleur chronique ou non dans la vie, mais surtout les gens qui vivent avec de la douleur chronique, de la douleur qui est là depuis longtemps. Encore plus les gens que c'est une lombalgie, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est en lien avec ça. Mais aussi vraiment tous les professionnels de la santé qui écoutent ce podcast et qui prennent en charge des gens avec la douleur chronique, c'est essentiel de maîtriser les sujets et les éléments, les concepts dans le podcast d'aujourd'hui. Je le dirai jamais assez, la douleur, c'est quelque chose de vraiment méconnu chez les gens, même chez les professionnels de la santé. Les gens ne savent pas exactement comment ça fonctionne, la douleur. C'est extrêmement complexe. Et voilà, fait que quelques exemples en rafale comme ça, des choses comme comment une émotion peut influencer notre douleur, comment le fait de vivre un divorce, le fait d'être en dépression diagnostiquée, comment tout ça influence la douleur, comment nos pensées, comment nos croyances influencent la douleur, c'est tous des éléments fascinants et on en parle aujourd'hui avec Yannick. Donc voilà, je vous laisse apprécier cette conversation. Épisode numéro 42 sur les lombalgies chroniques avec le physiothérapeute Yannick Tousignan-Laflamme. OK, on est parti. Yannick Tousignan-Laflamme, bon matin, comment vas-tu? Bon matin, ça va très bien. Je suis vraiment content d'être ici. Merci très content beaucoup de l'invitation. Ben oui, ça me fait plaisir. Je suis très content de te recevoir. On avait discuté quelques échanges courriels. Après ça, on s'appelle parce que c'est compliqué des fois de faire des va-et-vient, de trouver une plage horaire commune pour avoir une discussion comme ça, surtout que tu as un horaire très occupé. En fait, souvent, les gens que j'invite ont tout le temps des horaires occupés, les horaires de première ministre. Fait que c'est tout le temps un honneur et un privilège de recevoir différents acteurs clés dans le monde de la santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, personnellement, me passionne beaucoup, mais qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet vraiment très important quand on pense à la santé publique, quand on pense à la physiothérapie, aux douleurs, à la douleur chronique. On va parler surtout des lombalgies, des douleurs lombaires, des facteurs qui contribuent à la chronicité des douleurs lombaires, qu'est-ce qui fait que certaines douleurs vont persister. On voit maintenant avec la science dans les dernières années, ou en fait, ça fait longtemps, mais on sait de plus en plus maintenant qu'il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à la douleur tout court, mais principalement la douleur lombaire. On sait que c'est un grand enjeu de santé publique. Donc, on va démêler un peu tout ça aujourd'hui. Avant de se lancer dans le vif du sujet, juste que les gens sachent un peu ton background. Tout d'abord, tu es physiothérapeute, donc de base, c'est ta profession, gradué de l'Université d'Ottawa. Oui. Et maintenant, tu es professeur à l'Université de Sherbrooke dans le programme de physiothérapie. On en discutait, tu viens de terminer ton deuxième mandat comme directeur, ou c'est-tu directeur de l'école de physiothérapie ou du programme? Oui, directeur du programme de physiothérapie dans l'école de réadaptation. C'est ça. Fait que, peut-être que ça va faire un bref survol de ce que tu fais comme les différents chapeaux que tu peux porter, mais dans l'ensemble, un prof d'université, qu'est-ce que ça mange en hiver, comme tu disais tantôt? Ça fait quoi un prof d'université? Dans la vie, c'est ça. En fait, il faut voir l'université comme c'est une business sociale.
C'est des fonds publics. Ouais. On est au service de la communauté, au service de tout le monde dans la société. Puis un prof d'université, en fait, ça fait à peu près 4 choses. Oui, ça l'enseigne. Oui, ça fait de la recherche, donc on doit produire des nouvelles connaissances. Ça fait des tâches qu'on pourrait dire de gestion. Ça s'occupe de ces affaires, des affaires académiques pour que le milieu académique fonctionne bien. Et ultimement, aussi, ça fait des tâches de rayonnement. Du rayonnement, c'est des moments où est-ce qu'on doit redonner à la communauté. Et je vois vraiment cette opportunité-là, merci encore de l'invitation, Ben oui, ça ressemble comme à ça. un moyen de redonner à la communauté, Ouais. la communauté at large, tant cliniciens, les personnes, tout le monde qui est en santé, qui navigue alentour de ça et qui est intéressant à savoir plus. Puis si on plonge un peu plus précisément dans la recherche que toi tu fais, juste si tu nous donnais un peu les lignes directrices de l'expertise que tu as développée, ou maintenant, si tu parles des 5-7 dernières années, dans quel type de recherche et quel genre de sujet tu baignes actuellement? Ouais. Donc moi, je me suis comme donné comme mission de tenter d'aider les cliniciens à mieux gérer les différents problématiques de santé musculo-squelettique de leurs patients. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça peut vouloir dire, oui, développer ou tester des nouvelles interventions. Ça peut vouloir dire aussi tenter de personnaliser les approches de traitement. On a vu ça il y a plusieurs années avec les approches en cancer, par exemple, où est-ce qu'on fait des tests génétiques, puis là, selon si tu as tel gène qui est présent ou non, on va te donner tel médicament. Bien, on est rendu à pouvoir faire ça en physiothérapie. Pas d'un point de vue génétique, mais en établissant le profil du patient pour dire, bon, mais mon patient a tel profil, donc il devrait mieux répondre à tel type de traitement. Donc, vraiment personnaliser les soins. Puis, mon autre axe de recherche, bien, je m'intéresse aussi au développement d'outils de mesure ou mesures de résultats. Et c'est tout interrelié. Ouais, ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc, j'ai besoin d'un outil pour mesurer ou établir le profil de mon patient. Puis, par la suite, je vais être capable d'y donner une intervention beaucoup plus personnalisée. Donc, c'est le 3 mix. Là. Puis, y a-t-il un moment clé à un moment donné, soit dans ta pratique comme jeune physio au fur et à mesure que tu as évolué, qui t'a amené ou qui t'a mené vers ce champ de recherche-là? Parce que souvent, c'est soit on est confronté à une problématique nous-mêmes comme cliniciens qui fait qu'on va chercher des solutions. Des fois, on rencontre quelqu'un qui est une espèce de bougie d'allumage à un intérêt. Des fois, c'est un cours, une formation. Qu'est-ce qui t'a guidé vers ça? OK. Fait que je te dirais, pour répondre à ça, il y a deux aspects. Premièrement, ma clientèle favorite quand j'étais clinicien, c'était les gens qui avaient justement une lombalgie. Ou peu importe le terme qui est utilisé, parce qu'on sait qu'il y a plein de termes. Ouais. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils avaient tous le même libellé diagnostic, ils étaient tous différents. Et c'était un défi à chacun de ces patients-là. Et l'aspect interaction, relation thérapeutique était super important. Et donc, c'était vraiment ma clientèle préférée. Je m'amusais avec ça. Malgré que je m'amusais, c'était pas toujours très bon, dans le sens que les résultats qu'on amenait, des fois ça allait bien, des fois ça allait moins bien, etc. Donc, ça a été vraiment ça qui m'a poussé à dire, si jamais je veux faire de quoi plus tard en recherche, ça va vraiment être avec cette clientèle-là, parce que pour les raisons que j'ai nommées tantôt. Ben ça, c'est un point qu'on a en commun, parce que les douleurs lombaires, c'est probablement le sujet qui m'intéresse le plus, ou c'est la clientèle que j'aime le plus, avec laquelle j'aime le plus travailler. Ça, par le fait même qu'il y en a tellement, c'est aussi une clientèle qu'on voit beaucoup, et donc on développe plus facilement, je sais pas, peut-être pas une expertise, mais on a un plus grand volume, bassin, échantillon de douleurs qu'on a ou de patients qu'on a vus versus des douleurs au pouce qu'on en voit une fois par mois, 2 mois. Fait que moi aussi, effectivement, ça a été un créneau dans la pratique qu'on a qui est vraiment... c'est ça, c'est vraiment devenu comme un dada, puis on en voit tellement maintenant. Fait que... Oui, en fait, c'est le problème musculo-squelettique le plus prévalent. Et même parmi toutes les causes d'invalidité dans le monde, c'est pas mal ce qui est en haut de l'échelle. C'est ça que j'allais te demander un peu. Actuellement, on est rendu en 2022. C'est quoi l'état des lombalgies, des douleurs lombaires dans le monde? Qu'est-ce qui a changé, puis qu'est-ce qui n'a pas changé dans les 10-20 dernières années? Bien, ce qui a changé, c'est que c'est pire que c'était avant. Okay. Donc, si on regarde les études qui ont été faites pour étudier toutes les problématiques, les conditions de santé douloureuses, par exemple, ou même non douloureuses, on voit qu'entre 90, 2000, 2010 et récemment en 2015-2016, la lombalgie, tout ce qu'elle fait, c'est monter. Il y en a de plus en plus. C'est ça. Il y en a de plus en plus et on ne semble pas être meilleur pour les traiter.
Donc, soit qu'il y en a plus, soit qu'on est moins bon pour les traiter, ou pire, la combinaison des deux. Donc, soit qu'on n'a peut-être pas assez évolué au cours des dernières 10, 15, 20 ans dans nos approches thérapeutiques. Puis là, je dis nous, là, c'est pas juste en physiothérapie, je pense que c'est tous les professionnels tous professionnels de santé confondus. Donc, on doit vraiment essayer de voir les solutions avec un angle un peu différent ou un angle un peu plus large. Puis tu disais, dans le monde, c'est la première cause d'invalidité, c'est ça que tu disais? Oui, invalidité ou année vécue avec de l'incapacité, là, qui exact. est un... C'est ça. Puis comment ça, concrètement, là, comment ça se mesure ces impacts-là, autant sur les coûts de société, sur les coûts de qualité de vie, comment on mesure ça, puis à quoi ça ressemble? Bien, mettons qu'on voudrait le mesurer en dollars, c'est ça, j'ai pas les chiffres par cœur, mais c'est pas beau. Donc, ça coûte cher. Ça coûte très cher à la société. Puis là, je ne parle pas des coûts en frais directs pour traiter, là, je parle des coûts en frais indirects. Tout ce que la société manque à cause de l'invalidité qui est associée à la lombalgie, c'est vraiment épeurant là, pour une condition de santé qui, on s'entend, n'est pas dangereuse. C'est exact. On ne va pas mourir de ça. Là. Non. C'est ça. Mais est très invalidante. Et a des répercussions. Puis, tu sais, au-delà de l'invalidité, c'est pas le fun là, quand tu es un patient pogné avec ça. Là. Ouais. C'est ça. Donc, les gens ont besoin d'avoir des solutions aussi. Ouais. Puis les cliniciens ont besoin d'avoir des stratégies pour mieux évaluer, mieux prendre en charge ces patients-là. Oui, puis les coûts directs, c'est souvent la première mesure que les gens vont voir. Tu sais, combien ça a coûté en traitement de ci ou de ça pour régler le problème. Mais quand on parle d'invalidité, c'est une espèce de toile d'araignée qui devient infini parce que ça va affecter tout l'entourage de cette personne-là qui est prise avec cette lombalgie chronique. Ça va affecter son travail, donc ne contribue pas à la société, ce qui n'est pas bon ni pour la société ni pour un individu. Non. Il n'y a personne qui est content d'être chez eux à rien faire. Après ça, on a les fameux coûts de santé habituels, donc les coûts d'imagerie, consultation avec des médecins, des spécialistes, etc., médication, mais ça va vraiment au-delà de la personne elle-même puis de juste son incapacité physique à elle. Puis je pense que, tu sais, avec un peu de recul, peut-être que socialement, d'un point de vue médical ou paramédical, on a essayé d'en faire trop. Puis des fois, trop, c'est comme passé. Ouais. Trop, on voulant dire, je vais faire de l'imagerie pour avoir une meilleure idée du diagnostic. Je vais faire une autre imagerie par-dessus ça. Je vais l'envoyer à 2 spécialistes, etc. Donc, pour essayer d'identifier la structure ou le problème précis, patho-anatomique. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on s'est perdu un peu là-dedans et en tout cas, selon les chiffres, c'était pas l'avenue la plus gagnante. Non, dans le sens que c'est rare que ça a amené un diagnostic définitif qui permettait le bon plan de traitement généré. Exactement. Donc, on va avoir un libellé beaucoup plus large. Ouais. Peut-être on va être capable de mettre des mots avec l'imagerie sur c'est un problème discal, là, il y a une petite sténose, etc. Mais ça ne change pas le plan de traitement. Non, donc, exactement. Pourquoi on a fait ça? Dans malheureusement trop de cas. Puis maintenant, d'où vient le besoin? Parce que je pense le premier article que je lisais sur ton modèle qui permet un peu de classifier les différents contributeurs à la douleur, c'est-tu 2017 ou le premier que tu as publié? Oui, il a été publié en 2017. Bon, 2017, fait que j'imagine que le travail vient avant ça, évidemment. La réflexion vient avant ça. D'où est venu le besoin dans le monde de la douleur, des lombalgies, de se dire, il faut revoir comment on classifie les éléments qui contribuent à entretenir la douleur et l'incapacité. Ouais, je pense que d'où vient le besoin? Je pense que ce qu'il y a eu au début des années 2000, c'est vraiment l'avènement du modèle biopsychosocial de la douleur. Le problème, c'est que c'est un modèle que personne ne s'est clairement approprié. Fait que tout le monde dit « oui, biopsychosocial, bien important. » Mais moi, je suis physio, fait que dans le bio, je suis bien bon, fait que je vais rester là. Puis l'autre, je sais que ça existe, mais soit que j'ai pas d'outils, soit que je suis pas à l'aise, ou soit que je sais pas quoi faire avec. Donc, on laisse de côté un petit peu. Puis il y a d'autres professionnels qu'eux autres, c'est la même chose, mais avec un autre biais. Ils vont dire, moi, je m'intéresse beaucoup au psycho ou au social, mais les autres composantes, je suis pas à l'aise, donc je vais juste miser là-dessus. Fait que je pense que ça a été vraiment le besoin de fusionner de façon pragmatique le biopsychosocial pour dire, si nos cliniciens entre autres physiothérapeutes, veulent prendre en charge de façon optimale des patients qui ont une lombalgie, c'est quoi les aspects qu'ils doivent regarder, puis comment on peut rendre ça tangible,
pragmatique et faisable pour eux. Et pour ce projet-là, c'était mon projet de sabbatique. Donc, oui, c'est ça. Okay. Donc, je suis parti 1 an en Caroline du Nord, à Duke University, avec Chad Cook. Et je suis parti avec ma femme et 2 enfants. On s'est installé là-bas là, pendant 10 mois. Et c'est une année sabbatique. C'est une année de temps dédié à la recherche. Ouais. Donc, j'ai dédié 100% de mon temps à la recherche. Je n'ai pas enseigné, je n'ai pas fait de gestion, je n'ai pas fait de rayonnement, juste pour faire un petit lien avec ce que je disais un petit peu plus tôt. Et on a vraiment dessiné ça, on l'a conceptualisé, on l'a aussi schématisé pour que ça c'est ça. Puis Chad Cook, c'est pas le dernier venu, là. Dans le monde de la physio, il est très bien connu, mais pour les gens qui connaissent pas les experts mondiaux, on sait que Chad Cook est probablement dans les noms les plus connus à l'international. Là. Si on voudrait comparer ça avec une équipe de hockey, disons qu'il y aurait un numéro qui ressemble à 66 ou 99 dans le dos. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Puis la question que tout le monde se pose, là, une petite parenthèse, Chad Cook, il boit du café ou du thé le matin? Chad Cook, il boit du café. OK, c'est il bon. boit du café. C'est une machine. C'est un être exceptionnel. Il est vraiment dans une classe à part. C'est pour ça que si je fais l'analogie avec le hockey, c'est un joueur de concession. Et donc, c'est de là que ça vient, le besoin de revoir un peu tout ça. Puis... j'imagine qu'il y a des failles dans la recherche où, en fait, il y a des questions auxquelles on n'arrivait pas concrètement à bien répondre si on ressent un besoin. Oui, ou soit une faille, soit que c'est... Tu sais, je pense que le modèle qu'on a amené, on n'a rien inventé. Mm-hmm. On a juste mis des choses ensemble de façon concrète. Et d'une façon on l'a conceptualisé pour que ça fasse du sens dans la tête du clinicien, pour que ça soit pragmatique, applicable, et que là, la personne qui veut prendre en charge un cas un petit peu plus complexe que juste un cas biomécanique, disons-le, ben là, est vraiment une structure sur laquelle il peut se guider, se fier, pour arriver à un diagnostic beaucoup plus complet que les libellés auxquels on est peut-être habitué. Oui. Dans le sens que il y a beaucoup de bonnes recherches qui existent sur comment mesurer certains éléments, des questionnaires, des techniques d'intervention, mais un peu le liant de tout ça, de concrètement, tu as un être humain devant toi, qu'est-ce que tu fais étape par étape, c'est ça qui manque un peu. Exactement. C'était ce qui manquait et Chad, je l'avais rencontré dans un congrès en 2013 et on avait jasé, puis on avait vraiment eu des idées convergentes, puis déjà là, j'avais exploré l'idée, etc. Et lui aussi voyait que oui, les solutions sont là, sont juste indépendantes. Donc là, l'idée, c'est de les lier ensemble pour arriver à quelque chose de tangible. Et comment on explique, mettons quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances dans le domaine de la douleur, de comment ça fonctionne, les blessures, la douleur, comment on explique à quelqu'un que au-delà de la blessure physique, du dommage à un tissu, il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à la persistance de la douleur? Bien, il y a plusieurs façons de l'expliquer. Fait que on peut le voir d'un point de vue mécanistique. Hein. Quand on ressent de la douleur, c'est parce qu'il s'est produit un phénomène biochimique dans notre corps. Hein. On met la main sur le poil, bien, on sait que phénomène de transduction, on a des petits capteurs qu'on va appeler un nocicepteur qui vont transformer cette chaleur-là trop intense en signal nociceptif. Ça va voyager dans les fibres nerveuses au niveau de la périphérie. Il va y avoir un premier synapse au niveau de la moelle épinière. Donc là, on rentre au niveau du système nerveux central. Le système nerveux central, l'information va conduire jusqu'au niveau supraspinal dans diverses régions et ultimement, c'est là que la douleur va être perçue. Donc, à chaque endroit où on a un signal nociceptif qui passe, bien, on a l'opportunité de le monter ou de le diminuer. Soit en périphérie, soit au niveau spinal, soit même au niveau cortical. Donc, la composante périphérique est peut-être plus facile à comprendre parce qu'elle est peut-être plus tangible. Oui, exact. Mais après ça, ce qui se passe au niveau spinal, au niveau de la moelle épinière, lorsque la douleur persiste et que le système nerveux se sensibilise, si on peut prendre l'exemple du gradateur avec les lumières, bien c'est là, c'est comme si le gradateur augmentait l'intensité du signal. Et là, si mon signal est plus intense, au niveau du cerveau, là, ça va être perçu de façon plus
intense que ça s'est exposé. Et comme la douleur relève la perception, bien, au niveau du cerveau, il n'y a pas juste la perception sensorielle, mais il y a tout ce qui est affectif, émotif, etc. Ouais. Donc, ce qu'on ressent, le contexte dans lequel on se trouve, etc., bien, ça va tout être des éléments qui vont venir augmenter ou diminuer cette réponse-là. Donc, de là, le biopsychosocial. Le bio pour l'aspect biologique, biochimique, parce qu'il y a des neurotransmetteurs impliqués là-dedans, et l'aspect psychosocial. Comment moi je me sens, c'est quoi les émotions, c'est quoi les processus cognitifs qui se passent dans ma tête à ce moment-là, et je suis dans quel contexte. Donc, l'idée, c'est de considérer tout ça et non pas seulement isoler la douleur comme un signal nociceptif, par exemple, parce que là, le message est très simple. Voici ce qui se passe, on va aller mettre un bloqueur, je prends un agent pharmacologique ou autre, et je viens diminuer l'influx qui vient de ce signal-là, et c'est réglé. Ça marche plus ou moins. Ouais. C'est ce qui explique pourquoi, après une entorse de cheville où tu t'es simplement étiré les ligaments, il y en a qui ont de la douleur 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Pourtant, un ligament, ça ne prend pas 30 ans à guérir. Non, c'est ça. Donc, la structure périphérique est peut-être guérie. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que le système nerveux, par exemple, pourrait se sensibiliser ou non? On a peut-être des petits indices pour nous aider à prédire ça, mais c'est ça. Il faut vraiment qu'on considère l'ensemble des événements qui sont arrivés. Et ultimement, le patient, il se sentait comment? C'est quoi les processus cognitifs qui sont arrivés? Est-ce qu'il se sentait en contrôle? C'est quoi les émotions, etc.? Puis, on va détailler tous ces éléments-là quand on parlera du modèle. La question qui me vient en tête un peu, puis je suis tout le temps curieux de comprendre ça, c'est l'aspect bio a beaucoup pris une place depuis toujours. Ça a été beaucoup axé sur le tissu blessé quand on parle de douleur, de blessure. Pourtant, ça fait des dizaines d'années qu'on sait ces affaires-là en recherche, qu'on sait comment... Bon, clairement, dans les dernières années, on a une meilleure compréhension de comment les mécanismes de la douleur fonctionnent, comment le cerveau fonctionne. Mais comment ça se fait qu'on a été autant au bout d'un spectre dans l'anatomie, la blessure physique, puis très axé là-dessus, puis que maintenant, tout d'un coup, il faut comme rééquilibrer ce spectre-là? Ben, en fait, on a des nouvelles connaissances qui nous permettent de façon objective de démontrer que c'est pas juste biologique, qu'il y a vraiment un modèle biopsychosocial là-dedans qui s'opérationnalise. Le problème, c'est qu'on était très lent à réagir. La définition de la douleur, selon la Société internationale de douleur, a été faite en 1978 et la dernière révision, qui inclut vraiment du biopsychosocial, date de 2020. Ah ouais? Donc on a été 22 ans avec la même définition. 2020. Ah, 2020. Ouais. Donc, quand même plusieurs. J'ai dit 22, mais c'est pas 22, c'est 42 ans. C'est ça. Ouais, plus d'années. 42 ans avec la même définition, alors qu'on avait bien avant ça des évidences claires que c'était pas vraiment juste lié au nocicepteur. Ouais. Donc, et si vous allez voir en détail la définition de la douleur, la phrase qui décrit la douleur, la définition de la douleur, peut changer, mais c'est dans les notes explicatives. Okay. Les notes explicatives de 78 sont vraiment patho-anatomiques. Ouais. Il y a une lésion à dessus, le tissu fait mal. Puis, c'est ça. Les notes explicatives de 2020 sont beaucoup plus globales. Beaucoup plus, on considère la personne et non pas la structure anatomique. Ouais. Ultimement, une structure anatomique, ça n'a pas de cerveau, là. Ben, on traite la personne. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ce que je peux... c'est le décalage qu'il y a eu entre l'ajustement des standards, donc des définitions, et les évidences qui étaient sorties. Pensée catastrophique, pour nommer quoi que ce soit, là, ça ne date pas de 2020. Non, ça date du milieu des années 90. Ouais. Donc, il y a eu une bonne évolution, mais pourquoi 25 ans plus tard, on ajuste ces composantes-là? Bon, vaut mieux tard que jamais. Ouais. Mais maintenant, on a vraiment des moyens clairs. On sait un petit peu plus de quoi on parle. Et quand on veut communiquer avec d'autres personnes, entre nous, entre physio, avec d'autres professionnels de la santé, bien là, on a une définition un peu plus tangible, un peu plus claire. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire maintenant qu'à peu près n'importe quelle information qui est traitée, gérée par le cerveau est un potentiel contribueur à une source de douleur ou à
à la douleur en tant que telle, à l'expérience de douleur. Oui, c'est l'expérience, c'est ça. Il Ouais. faut vraiment le voir comme l'expérience de la douleur, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je vois qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau périphérique, OK? Il y a le niveau spinal, Ouais. puis il y a le niveau supraspinal. Fait qu'il faut comme s'imaginer qu'à ces 3 niveaux-là, il y a un petit gradateur qui a le potentiel de diminuer ou le potentiel d'augmenter. Et là, l'idée, c'est de contrôler ces gradateurs-là vers le bas. Ouais. Ce qui est complexe et multifactoriel. Et multifactoriel, c'est ça. Peut-être qu'on est plus à l'aise avec celui en périphérique. Ouais, exact. Celui qu'on connaissait bien. C'est notre biais, là, on est biaisé. Là. Mais l'idée, c'est de ne pas négliger les autres, d'augmenter notre niveau de compétence pour tenter de... Je vais faire l'analogie avec le gradateur encore, de mettre ces gradateurs-là un petit peu plus vers le bas. Ouais. Puis, ultimement, si on voit que c'est vraiment ça la majeure, là, de référer au bon professionnel. Et de ne pas se continuer dans du périphérique, par exemple, alors que c'est clairement spinal ou supraspinal. Oui, puis que c'est autre intervention qui va être la solution, évidemment. Autre ou ajout d'intervention. De pas continuer seul, c'est ça, à s'acharner. Ouais. Donc, rentrons dans le repas principal. Donc, le modèle, tu le décriras un peu comme tu le présenteras de façon générale, puis ensuite, on ira dans les différents domaines. Si je ne me trompe pas, il n'a pas changé, il est encore défini selon 5 domaines. Oui. Et donc, ce sont des domaines qui ont été identifiés un peu comme des grandes catégories d'éléments qui contribuent à soit la douleur, soit l'incapacité. Oui. Donc, veux-tu nous le présenter un petit peu, puis on rentrera pour décrire un peu le premier domaine. Ouais, donc, quand on l'a conçu, on sait que nous, là, notre travail en physiothérapie, ultimement, c'est d'améliorer la fonction des gens. Donc, pour améliorer la fonction, on va travailler sur la capacité ou l'incapacité, c'est ça, et évidemment, la douleur. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on a essayé d'identifier, c'est quoi les vecteurs de douleur et d'incapacité. En anglais, c'est les drivers. Ouais, qu'est-ce qui fait? OK, c'est ça. Je cherchais un terme francophone. C'est-tu vecteur? Vecteur, okay. Oui, c'est ça. C'est vecteur de douleur. Okay, donc, c'était le meilleur terme. Driver est peut-être plus parlant. Ouais, mais, Moi, j'avais comme catalyseur en tête, mais OK, donc vecteur, on va utiliser ce terme. On va utiliser le terme vecteur en français. Ouais. Donc, on a divisé ça en 5 domaines. Fait qu'il y a des vecteurs de douleur et d'incapacité, puis il y en a qui sont vraiment plus démontrés comme des vecteurs plus d'incapacité. Donc, le premier domaine, c'est les facteurs nociceptifs. La personne, souvent, nous consulte, oui, parce qu'il y a un problème fonctionnel, mais souvent, c'est parce qu'elle a mal. Ouais. Et cette douleur-là engendre des limitations, des restrictions, donc des problèmes fonctionnels. Donc, il y a des vecteurs qui sont liés aux facteurs nociceptifs. Donc, ce que je faisais allusion tantôt, la transduction, la conduction et la perception. Ce qu'il ne faut pas se limiter, c'est seulement aux facteurs nociceptifs parce qu'on sait que des fois, dans certains cas, autant aigus que chroniques, le système nerveux comme tel peut être une source de douleur. Donc là, on parle plus de dysfonction du système nerveux. Ouais. Donc, soit périphérique ou soit hyperalgésie, allodynie, donc hypersensibilité du système nerveux. Puis il y a un nouveau terme qui est arrivé il y a quelques années avec l'IASP, c'est la douleur nociplastique. Donc, on fait référence à ce continuum-là, si on veut, qui peut avoir entre douleur nociceptive, neuropathique et nociplastique qui touche un peu aux deux. Donc, ça, c'est la partie, je vous dirais, facile. Pourquoi? Parce que pour un physio, on connaît ça, puis on pense qu'on est bon là-dedans. Ouais. Puis surtout nociceptif. Ouais. Neuropathique, c'est moins... on est capable de l'identifier, plus challengeant. Mais c'est un plus gros challenge, c'est ça. Mais on peut faire de quoi avec ça. Le constat qu'on a fait aussi, c'est que les patients, moi ça fait, j'ai diplômé en 99, puis quand je parle aux cliniciens, ils me disent que les patients arrivent un petit peu plus complexes qu'avant, avec plus de comorbidité. Et par rapport à votre 20, ouais, c'est ça, à une vingtaine d'années. Ouais. Et là, ce qu'on voit, c'est que les comorbidités, autant les comorbidités physiques que celles reliées à la santé mentale, ça vient potentialiser tout ça. Donc, c'est un autre vecteur, autant de douleur que d'incapacité. Ouais. Donc, c'est vraiment le troisième domaine de s'attarder. Est-ce que mon patient a des comorbidités? Est-ce que ces comorbidités-là sont contrôlées? Sinon, je dois faire de quoi? Ouais. Je donne comme exemple, puis on ira en détail plus tard, mais si un patient a mal à quelque part, si vous voulez sensibiliser un système nerveux, laissez aller cette douleur-là. Ouais.
et le système nerveux va se sensibiliser. Donc, il Ouais. faut contrôler, il faut vraiment contrôler ça. Puis là, tu parlais d'une douleur autre Autre que celle de que consultation. celle de Fait que, par consultation exemple, ou son douleur lombaire. ouais, c'est ça. consulte pour un mal de dos, mais en plus, tu as une douleur de genou depuis 6-7 ans, mettons. Genoux, hanches, etc. Puis on sait que la hanche peut être reliée au dos, mais Ouais. mettons qu'on a identifié que c'était vraiment un trouble de hanche, Exact. ben, je vous dirais, ignorez pas cette douleur-là à la Ouais. hanche. Là. Ouais. C'est ça. Donc, est-ce que votre patient a des comorbidités? Ces comorbidités-là sont-elles contrôlées? Mhm. Sinon, ben, assurez-vous d'avoir un moyen Ouais. par vous-même ou avec de l'aide pour les contrôler. Ensuite, le quatrième domaine, ben, c'est tous les facteurs cognitivo-affectifs. Quand on a mal, il se passe des choses dans notre tête. Donc, comment c'est quoi le processus cognitif quand j'ai mal? Donc, ça, c'est plus cognition. Puis aussi, ben, il y a des patients qui vont ressentir des émotions souvent négatives. Ouais. Donc, la peur, l'anxiété, etc., la peur de bouger, etc. Donc, ça, on sait, il y a une panoplie d'études qui ont identifié ces facteurs-là. Mais comme on disait d'entrée de jeu, ils ont identifié, mais de façon isolée. Donc là, nous, on a essayé de rassembler ça un petit peu. Donc, les facteurs cognitivo-affectifs, puis ce domaine-là se divise en deux catégories. Bien, la présence, par exemple, de pensées catastrophiques, donc un facteur cognitif. Puis ultimement, la présence de comportements mal adaptés. Ouais. La cognition, c'est une chose, les comportements, c'est un autre, des comportements observables, puis souvent des comportements qu'on va dire mal adaptés. Là. Un patient qui s'auto-limite pour pas les bonnes raisons. Là. Pas parce qu'il est en blessure aiguë puis il est en repos relatif, on va dire ça. Un patient que ça fait 4 mois qu'il ne bouge pas et tout ce qu'il fait, c'est ses besoins personnels et il passe de la cuisine au salon. Là. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Mais derrière ce comportement-là, il y a quelque chose qui l'explique. C'est ça, il y a une relation entre la sphère cognition et le comportement. Concret. C'est ça. Donc ça, c'est le quatrième domaine. Puis ça, on sait que c'est vraiment un vecteur de douleur et d'incapacité. Puis le cinquième domaine, bien, c'est nos facteurs contextuels. Puis ça, je vais le présenter de façon bien simple. Il y a 24 heures d'une journée. On en passe à peu près 8 au lit. Puis on en passe à peu près 8 au travail. Puis les 8 autres, c'est notre vie personnelle. Mettons, si je veux faire ça bien simple. Donc, les facteurs contextuels, bien, on les a divisés en deux. Les facteurs occupationnels, donc liés au travail, parce que pour l'adulte typique, le travail fait partie, c'est l'occupation principale. Il peut y avoir d'autres occupations que le travail, mais c'est notre occupation. Puis l'autre, ben, c'est notre contexte dans notre environnement, avec qui on est, où on est, etc. Ça, beaucoup plus difficile à modifier. C'est ça, il y en a qui sont modifiables et d'autres moins. D'autres vraiment moins modifiables, mais il faut qu'on le prenne en considération. Le patient qui n'a aucun accès à des soins, puis j'en ai déjà eu là, des patients qui sont venus me voir dire « Yannick, j'ai 80$ pour la visite, la consultation initiale et c'est le seul. Donc, peux-tu me donner le maximum pour ça? » Puis on voit qu'ils l'ont économisé, ce 80$-là, puis ils n'ont pas d'autres ressources ou sont sur une liste d'attente qui vont être vues un jour. En théorie. C'est ça, exact. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis comme que je disais un petit peu plus tôt, c'est quoi la meilleure façon de chroniciser quelqu'un? Laisser aller. Laisser attendre. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est peu le survol de nos 5 domaines du modèle. Fait que dans le fond, ce que le domaine propose, c'est une structure, un processus cognitif pour quand on voit un patient, même s'il est aigu, subaigu, de ne pas assumer que c'est seulement juste biomécanique / nociceptif. Je fais le tour avec mon patient. C'est comme un genre de checklist de ce sont tous des éléments qui pourraient potentiellement faire que ton patient n'évolue pas. Donc, il faut que tu les aies en tête. Oui. Il faut que tu sois capable de savoir comment déterminer s'ils sont présents ou non. Oui, c'est ça. Et là, s'ils sont présents, ben après ça, là, c'est au choix du thérapeute, façon de parler, de dire est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je me sens prêt à affronter tout ça ou c'est le moment où ce que j'appelle de l'aide? Donc, si on va plus en détail dans chacun, domaine 1, on parle de nociception. C'est quoi les éléments clés qui nous permettent de dire qu'on a une douleur qui est vraiment plus de type nociceptive versus une douleur qu'on parlait tantôt plus nociplastique associée au système nerveux, soit périphérique ou central, douleur neuropathique par exemple. C'est ça, de distinguer au moins entre nociceptif et neuropathique. Exact. Je fais une parenthèse tout de suite, bien qu'en clinique, les deux peuvent coexister. Tout à fait. C'est ça. Mais il faut au moins savoir de quoi on parle. Bien, on a des outils à notre disposition qui sont relativement faciles à utiliser. Donc, le plus facile, c'est peut-être juste dans les questions d'anamnèse qu'on va poser à notre patient quand on s'intéresse à la douleur. Les signes typiques d'une douleur neuropathique là, avec brûlure, picotement,
engourdissement, Choc électrique. Choc électrique, bon, ça, c'est vraiment plus caractéristique d'une douleur neuropathique. Mais il peut en avoir d'autres. Et on a des outils qu'on pourrait facilement utiliser pour tous les patients. Vous avez peut-être entendu parler du DN4 ou encore du Pain Detect qui est disponible en français. Moi, personnellement, j'aime mieux le Pain Detect. Parce qu'il nous donne un score qu'on peut suivre dans le temps. Okay. Donc, on pourrait dire, bon, mais avec le score, hey, mon patient, son profil, c'est plus nociceptif, mixte ou neuropathique. Et peu importe dans quelle catégorie il se situe, ben, je peux voir l'évolution dans le temps. Fait qu'il va évoluer sur un spectre entre les deux au fur et à mesure que ça évolue. Il ne sera pas juste dichotomique. OK, je comprends. C'est pas juste on-off, nociceptif ou neuropathique. Ça. Le DN4, lui, c'est est-ce que... Il y a 10 questions. Ouais. Est-ce que mon patient a une douleur neuropathique? Oui ou non? Ouais. Si le score est en haut de 4, donc de là, le DN4, mais la réponse est oui. Puis s'il est en bas de 4, la réponse est non. Mm-hmm. Et le DN4, je l'ai déjà essayé avec des patients. Il y a 4 questions qu'on demande aux patients qui font partie de tout ça. Est-ce que vous avez des picotements, des engourdissements, des démangeaisons? Puis je pense qu'ils mettent même fourmillement. Fait, c'est ça. Donc, moi, là, je ne suis pas capable de distinguer ces 4 éléments-là. Mm-hmm. Quand ça picote puis ça démange, c'est quoi la différence entre les deux? Je ne sais pas. Mais quand ça me picote, je suis un peu engourdi aussi. Donc, c'est ça. Puis fourmi versus picotement. C'est ça. Donc, bon point. Il est valide. Il y a la littérature qui soutienne que... Donc, je ne veux pas le discréditer, mais je veux juste dire, moi, puis ça m'est arrivé 2 fois, le patient me demande, c'est quoi la différence entre ça et ça? Bonne question, monsieur. Bonne question. Puis l'autre élément, c'est que les gens pourraient sentir différentes sensations, mais pas dans la même douleur. Parce que je pense qu'il est décrit pour une même douleur. Normalement, tu devrais l'évaluer pour une région, par exemple. Votre douleur à la fesse, mettons. C'est ça. Mais quelqu'un qui a mal à la fesse puis ça descend dans le mollet. Dans la fesse, peut-être que ça brûle puis ça picote. Puis dans le mollet, c'est engourdi puis ça démange. Mais là, c'est 2-2, si tu captes, tu sais. Je pense pas. C'est ça. C'est vraiment pour une région. Fait qu'il y a ça aussi. C'est ça. Donc, je préfère un peu le Pain Detect par rapport à ça, par rapport aux différences. Puis ça, ben, ça va donner tout de suite un indice aux cliniciens. Est-ce que c'est plus nociceptif? Est-ce que c'est plus neuropathique? Ou est-ce que c'est mixte? Puis déjà là, en sachant si c'est mixte, avant même d'évaluer le patient, ben, peut-être que ça va te donner des idées à quoi aller regarder un peu plus en détail. Tu vas aller voir s'il y a de l'hyperalgésie, s'il y a de la lodynie, un petit peu d'hypersensibilité. Est-ce que c'est juste... Est-ce que ça peut t'aider à distinguer d'une douleur irradiée d'une douleur référée? Une douleur référée est nociceptive. Une douleur irradiée, c'est plus neuropathique. Donc, et puis évidemment, ben, c'est pas le même plan de traitement exactement pour ça. Donc, est-ce que... Je fais une parenthèse un peu physio-geek, là, mais le S-Lance en anglais, est-ce que tu le considères l'équivalent du DN4 noir ou blanc? Ou est-ce qu'il est plus proche du Pain Detect qui donne une idée... Oui, je l'ai peu utilisé. Il est aussi valide de ce que j'ai pu voir. Là. Il n'y a pas de grande différence, etc. L'idée, là, le plus important là, dans ces questionnaires-là, comme c'est des questionnaires que le patient complète, là, quel de ces 3 questionnaires-là, DN4, S-Lance ou Pain Detect, ton patient devant toi va être plus apte à bien répondre? Parce que le score dépend de la réponse du patient. Effectivement. Si la réponse du patient est biaisée parce qu'il n'a pas bien compris un bout de phrase d'un énoncé, c'est pas valide. C'est pas valide. Okay, donc, il peut avoir un peu de... Ça peut être influencé par le niveau de littératie en santé du patient, on s'entend, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère un peu plus le Pain Detect. Parfait. Donc, en gros, c'est ça. Donc, comment qu'on commence? Hein? On était là. Fait que l'idée, on évalue la douleur du patient. Ce qu'on fait d'habitude. Ce que je propose d'ajouter, c'est peut-être un petit outil pour nous cibler tout de suite. Ça va-tu être plus neuropathique, nociceptif ou les deux? Et ensuite, c'est d'évaluer notre patient avec ce qu'on fait déjà. Le premier domaine, là, il est divisé en 2. En fait, tous les domaines sont divisés en 2, hein, A et B. On n'a pas trouvé de nom très original, là, je dois l'avouer. Peut-être que dans une prochaine itération, ça sera un petit peu plus sexy. Mais A, c'est des éléments plus facilement modifiables. Puis B, c'est soit plus complexe, non modifiable ou modifiable, mais avec de l'aide ou avec plus de temps. En gros. Donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que mon patient il est dans A ou dans B? Et ce qu'on propose, nous autres, c'est d'utiliser un système de classification. Donc, évalue ton patient. Hein, on s'entend que la majorité des lombalgies sont mécaniques. S'il n'est pas mécanique, c'est peut-être pas dans notre champ de pratique à nous. Là. Il y a peut-être besoin d'autre chose. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider, qui est à notre disposition
pour s'assurer que notre patient a vraiment un patron de douleur mécanique et qui est soutenu par la littérature, ben, c'est l'utilisation de systèmes de classification. Puis ça, c'est plus sur une base mécanistique, / pronostic, mais beaucoup mécanistique. Et il y en a plein de systèmes de classification qui existent. Le Treatment-Based Classification System, le système de classification de McKenzie, SARMAN, etc. Donc, peu importe, l'important, c'est d'en utiliser un. Mm-hmm. Il y a une grosse association, si on prend le Treatment-Based Classification System, là, ils ont pas mal importé du McKenzie et du SARMAN / O'Sullivan là-dedans. Ouais. Parce qu'en gros, ce que ça demande aux cliniciens, c'est de dire, évalue ton patient, fais une évaluation mécanique, fais des observations pour voir des éléments au niveau du contrôle moteur, puis dis-moi à quelle boîte, dans quel sous-groupe ou à quelle boîte tu pourrais l'attribuer. Ouais. Sais-tu la boîte, ces symptômes-là, ils modulent très, très facilement avec des mouvements mécaniques. Donc, il y a une direction préférentielle qui est observée, ou centralisation, périphéralisation, donc je donne l'exercice. Non, mon patient, il n'est pas comme ça, il est vraiment plus, il y a un problème de contrôle moteur. Donc, OK, bon, ben là, ça va être des exercices beaucoup différents que des exercices, par exemple, de direction préférentielle. Ou non, mon patient est simplement déconditionné. Là, ça fait 6 mois qu'il n'a pas bougé. Il y a un patron, mais il y a une douleur mécanique, mais il n'y a pas de patron spécifique. Donc là, je vais lui donner des exercices, mais beaucoup plus génériques pour reprendre sa mobilité, sa force, etc., là, pour vraiment travailler là-dedans. Donc, si rapidement, tu prends un système de classification, tu fais les procédures qui sont proposées par ce système de classification-là, tu peux classifier ton patient. Bien là, c'est facile. Il répond. Donc, c'est un répondant. Donc, je vais lui donner des exercices tels que prescrits par le système de classification, puis on va évoluer là-dedans. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ça, ce n'est pas la fin. Là. Ça, c'est le début. Et je pense que c'est l'erreur peut-être qu'on a faite comme profession. C'est de dire, il répond parfait, tout est beau. Écoute, Domaine 1, réglé, check, on reste là, ça va bien là-dedans, je suis confortable dans ces pantoufles-là. Et le domaine 1, ben, c'est A ou B. A, c'est un répondant. Donc, je donne des exercices spécifiques selon la classification. Puis B, ben, c'est un non-répondant. Ça peut être un cas post-op. Ça peut être un cas déconditionné, comme je disais tantôt. Donc, ces patients-là, on va les faire bouger, mais je n'aurai pas besoin soit d'être aussi spécifique ou je peux y aller vraiment en fonction des limitations, des déficiences que je vois chez ce patient-là. Parce qu'on sait que l'exercice a un effet hypoalgésique. Ça diminue la douleur. Donc, on sait que ça devrait mieux aller. Ce qui a permis de catégoriser en A et B, c'est qu'il y a un certain sous-groupe de patients qui n'étaient pas classifiables dans un des modèles et qu'on essayait de donner des exercices spécifiques puis ils ne répondaient pas. Oui. Ou en fait, quand on l'a conceptualisé, c'est qu'on voulait vraiment intégrer les systèmes de classification. Parce que c'est pas le Saint Graal, mais ça fait une bonne job. On est capable de traiter. La littérature démontre là, qu'en lombalgie, là, aigu, subaigu, chronique, là, au moins 50 à 60% des gens ont une direction préférentielle. Donc, au moins un patient sur 2 va répondre avec un exercice assez facile à identifier puis avec des procédures relativement simples. Donc, ça va être, si je peux aller chercher 50% de réponses avec ça, c'est un gros morceau. Maintenant, c'est ça. Maintenant, mais il faut juste pas oublier le reste. Donc, ce qu'on a voulu dans le modèle, c'est qu'on inclut des éléments mécanistiques. Donc, on a une bonne idée des mécanismes en place. Tantôt, je faisais allusion à certains mécanismes nociceptifs de la nociception. Bon, on a une bonne idée des mécanismes qui sont associés et aussi d'autres éléments à valeur pronostique. Puis je vais en reparler un petit peu plus dans le domaine 4, là, par exemple, où est-ce que là, il y a encore plus d'éléments à valeur pronostique qu'on inclut là-dedans. Il y a un des avantages aussi que je vois à utiliser le système de classification, c'est pour le clinicien lui-même qui a un cadre et une confiance dans un modèle utilisé dans lequel il est à l'aise. On sait que juste la confiance dégagée, puis l'assurance, puis l'espèce de valse de l'évaluation dans la routine et dans la séquence, ça a un effet catalyseur sur la relation thérapeutique, le lien de confiance, et ça met le patient en confiance. Et ça seulement, c'est un facteur clé aussi pour favoriser la guérison de quelqu'un. Oh, et puis, tu sais, ultimement, le patient, il veut quoi, lui? Là, on pourrait dire, il va avoir moins mal, il va être plus fonctionnel. Oh, oui. Il veut surtout comprendre qu'est-ce qu'il y a. Oui, puis savoir quoi faire après. Savoir quoi faire avec. C'est ça. Puis ce qu'on sait, pour la majorité des cas, la grande majorité, c'est pas l'imagerie qui va l'aider à savoir qu'est-ce qu'il y a. Non, c'est ça. On risque de mettre des libellés
qui vont plus nuire qu'aider. Ouais. Donc, qu'est-ce que nous, on a comme expertise en physiothérapie? Ben, c'est ce que tu viens de nommer. Là. Je fais une évaluation biomécanique complète. Je suis capable de faire des associations, des liens. Puis le patient, il comprend mieux pourquoi que quand il se penche par en avant, il est pire, puis quand il se penche sur l'autre bord, il va mieux. Ouais. Et là, il va être capable, ça va lui donner ultimement un moyen pour contrôler ses symptômes. Ouais. Puis la notion de contrôle, c'est la notion la plus importante. Ouais, énorme. Tout le monde qui a une condition de santé qui est contrôlée, il n'y a plus vraiment de problème. Ouais. C'est contrôlé. Donc, c'est ça. Donc, parce que je sais c'est quoi, je sais comment la contrôler. Quand ça dégénère, je sais quoi faire. Quand ça va mieux, j'en profite, mais pas trop, etc. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est la notion de redonner le contrôle au patient sur sa situation. J'interromps le podcast 2 petites secondes pour te parler de la formation de bioformation qui pourrait t'intéresser si tu es professionnel de la santé et tu traites des lombalgies. La formation, c'est la prise en charge de la sténose spinale qui est donnée par Jack Miller. Et comme d'habitude, tous les détails pour avoir accès à la formation sont disponibles dans les notes du podcast de l'épisode. Et comme d'habitude, un code rabais pour profiter de 15% de rabais, Goujon 15 pour la communauté du podcast. Voilà, de retour au podcast. Donc, ça, c'est notre domaine 1. Oui, domaine 1. Ensuite, domaine 2, oui. On passe au suivant. Oui, donc là, c'est on sait que les dysfonctions du système nerveux peuvent vraiment être un gradateur, augmenter l'intensité des symptômes au niveau périphérique, spinal et supraspinal. Donc, et c'est là qu'on va voir, est-ce que j'ai des évidences de sensibilisation périphérique? Est-ce qu'en périphérie, où est-ce qu'il y a eu la lésion, j'ai des évidences, par exemple, d'hyperagésie? Vous palpez votre patient, puis il est vraiment hyperagésique, il y a une tension musculaire accrue, etc. Puis là, dans le fond, à un moment donné, il a peut-être plus juste mal au dos, là. Il a mal jusqu'en dorsal, jusqu'au niveau cervical. Est-ce que j'ai des évidences de douleurs diffuses, étendues, même d'allodynie, vous frôlez le patient et ça fait mal? Bien là, vous allez dire, si j'ai de l'allodynie, j'ai vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau spinal. On connaît les mécanismes liés à ça et c'est mes neurones de deuxième ordre qui ne sont pas supposés répondre aux influx sensitifs juste sensoriels et là qui répondent le cerveau perçoit de la douleur alors qu'il est supposé percevoir un toucher léger. Donc là, on sait qu'il y a une hypersensibilisation et on peut même aller dans d'autres systèmes que le système nociceptif. Le patient qui aura une hypersensibilité à d'autres sens comme la vision, l'odorat, etc. Je vois la lumière, ça me fait encore plus mal, etc. Ou encore on voit souvent en fibromyalgie, c'est le terme qui est utilisé, c'est fibrofog, une fatigue cognitive. Beaucoup de fatigue, pas une fatigue nécessairement physique, mais vraiment cognitive. Donc là, on voit que le système nerveux était hypersensibilisé et qu'on a des évidences de douleurs nociplastique. Donc vraiment, on est loin du périphérique. Là. Fait que là, votre patient qui a des évidences d'hypersensibilité du système nerveux, même s'il y avait une belle réponse mécanique tantôt, il va avoir besoin d'un petit surplus pour ça, là, parce que ce n'est pas la réponse mécanique qui va tout faire diminuer ça tout seul, ça ne va pas partir par magie. Donc, l'idée, c'est d'aller le voir, c'est d'aller l'évaluer, d'avoir la structure pour évaluer ça, pour vraiment compléter notre plan de traitement. Puis, quel est notre meilleur outil pour évaluer la présence de ces facteurs-là? Bon, comme on l'a dit tantôt, notre évaluation physique, on devrait faire un examen neurologique. Le classique habituel. Oui, mais pas le classique à la pêche. Là. Le classique inductif. Là. Est-ce que j'ai des évidences d'hyperagésie? Est-ce que j'ai des évidences d'allodynie? Est-ce que j'ai de la mécanosensibilité? Puis il ne faut pas confondre mécanosensibilité et mobilité neurale. Souvent, les deux termes ont été utilisés de façon interchangée, mais mécanosensibilité, c'est vraiment l'enveloppe du nerf, si on veut, qui devient sensibilisé comme tel. Donc là, on va appliquer certaines techniques qui sont utiles. En sliding, en gliding, là, c'est ça, etc. Donc, c'est vraiment un traitement différent de ce qu'on aura donné aux patients qui auraient une direction préférentielle en extension, par exemple. Puis l'autre outil qu'on peut utiliser en termes de questionnaire, qui sort un peu de l'évaluation physique pour aller dépister peut-être plus les éléments de la catégorie B, donc d'hypersensibilité, mais c'est l'inventaire de sensibilisation centrale. C'est un questionnaire qui vient en deux formats, un format long, un format court. Donc, il y en a un qui a 9 énoncés, l'autre une vingtaine. Et avec un cut-off, il y a un score seuil où est-ce que l'on est capable de dire, oui, mon patient a des évidences d'hypersensibilité du système nerveux qui sont présents.
qui vont donc au-delà d'une douleur qui est drivée par des facteurs nociceptifs. Exact. Elles viendront driver. Et ces gens-là sont sur un spectre, parce qu'on peut, Clairement. on peut être dans le spectre vraiment maximal de la sensibilisation centrale. Probablement que ces gens-là cotent très, très haut. Ouais. Et on peut être comme, il y a des éléments qui font à croire que le système nerveux est sensibilisé, mais ils ont quand même un niveau de fonction adéquat, ils dorment pas pire, versus il y en a qui sont incapables de rien faire, haut niveau d'incapacité, douleur la nuit, douleur constante, très élevée. Là. Aucun contrôle sur rien. Ouais, Fait que ça revient encore à la notion de contrôle. Fait que le patient, là, il n'y a plus de contrôle sur son sommeil. Ouais. C'est le sommeil c'est la douleur qui contrôle son sommeil. Ultimement, il n'y a plus de contrôle sur ses fonctions cognitives. Juste aller faire l'épicerie, il est capable de se rendre, il est capable de marcher, mais il oublie la moitié de ses choses sur sa liste s'il n'y a pas de liste, etc. Donc là, on voit vraiment qu'il se passe de quoi avec le système nerveux. Ouais. Et c'est là que oui, il y a des choses qu'on peut faire, nous, en physiothérapie, mais tu nommais tantôt le sommeil. Moi, je vais vous dire, peut-être des auditeurs qui ont eu des enfants, là, mais si vous voulez maganer quelqu'un, empêchez-le de dormir. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Donc, puis moi, c'est une des premières questions que je pose aux patients, autre la douleur, c'est votre sommeil. Est-ce qu'il est perturbé? Puis là, perturbé, j'ai des perturbations significatives. Là. Monsieur, madame, tout le monde, on se réveille pas mal toutes une fois, peut-être 2 par nuit, puis je me rendors 15 secondes après, puis c'est correct, etc. Mais là, non, ça me réveille, je tourne, là, je joue à pitourne sur un bord, pitourne sur l'autre, je m'élève, pas capable de me rendormir, on magane mon cycle naturel de sommeil, et ça, si encore vous voulez sensibiliser un système nerveux, c'est un autre élément qu'il faut faire de quoi. Les gens ne savent pas à quel point le sommeil est un élément clé dans la douleur puis la douleur chronique. Puis quand on parle de récupération de blessures et tout ça, là, les gens qui me disent qu'ils ont des problèmes de sommeil depuis 20 ans, là, je ne suis pas surpris quand, quand ils me disent qu'ils ont des douleurs ici, douleurs là, problèmes ci, problèmes là de santé. Là. Oui. Donc là, il faut voir si le sommeil, c'est une comorbidité ou une condition qui est en lien avec la douleur. Donc, il y a des gens, non, avant mon épisode, je dormais très bien, c'est ça. Je dormais très bien ou je dormais mal, j'ai même un CPAP là, parce que blablabla, c'est ça. Donc là, cette comorbidité-là, est-ce qu'elle est contrôlée? Est-ce qu'il faut qu'on fasse de quoi? Soit en agent pharmacologique, c'est pas nous, mais de parler aux médecins. Mais l'idée, là, c'est de faire tout en notre possible pour que notre patient dorme mieux. Dors 3 heures par nuit, puis ces 3 heures-là ne sont pas consécutifs, ça ne sera pas long que ça va mal aller. C'est sûr. Pour toutes les autres, pas juste pour la douleur, même pour les autres fonctions. Donc, c'est important qu'on ait des stratégies en place pour que le patient dorme mieux. Et des fois, ça va au-delà des petits conseils usuels qu'on peut donner. Oui, ben, c'est là où souvent la médication devient quasiment, pas nécessairement non négociable, mais si la douleur a un immense impact sur la qualité de sommeil, moi, c'est mon premier flag que je lève pour me dire ça se peut que tu aies besoin de voir un médecin ou un pharmacien pour voir s'il y a de quoi à faire au niveau médication. C'est ça, que ce soit une dose, que ce soit un timing durant la journée, que ce soit un ajout. Puis souvent, quand j'appelais le médecin, c'était souvent pour ces cas-là. Docteur Untel, votre patient, il ne dort pas bien et ça a un impact négatif sur son processus de réadaptation. Donc, même si moi, je le vois en physio, c'est une perte de temps quasiment. Ben, on prend un pas par en avant, 2 par en arrière et on joue au yo-yo. Donc, on a besoin de quelque chose pour que notre patient dorme mieux. Ça va être souvent la clé pour contrôler cette composante-là, plus associée à l'hypersensibilité du système nerveux lorsque le sommeil est problématique. Puis, comment tu trouves l'équilibre? Je pense que c'est des fois un défi pour on va dire les professionnels de la physio parce qu'on deal beaucoup avec la douleur puis à expliquer le diagnostic. C'est souvent un défi de faire comprendre à quelqu'un ou d'expliquer comment la douleur peut être amplifiée par le système nerveux, sachant qu'il n'y a pas un physio qui ne croit pas son patient qui a mal. Tout le monde sait qu'ils ont mal pour vrai puis que le niveau d'intensité est simplement proportionnel à l'ensemble de ces facteurs qui contribuent. Comment on explique à quelqu'un, sans lui dire que sa douleur est dans sa tête, que son système nerveux il est en train de faire des niaiseries, puis qui fait que le résultat, c'est qu'il a plus mal. Oui. Donc, il y a plusieurs façons. Il faut être très vulgarisé. Puis celle souvent que je prends avec des étudiants ou avec des gens, des professionnels, quand je donne des formations, prends une épingle à linge en bois. Je demande, là, on a des écouteurs, pour ne pas le faire. Mais là, sur ton oreille ou sur ton lobe d'oreille, on s'entend que mécaniquement, l'épingle à linge met une pression stable pour tout le long. Après 30 secondes, ça va commencer à être inconfortable. Ce ne sera pas douloureux encore. Après 1 minute, ça va commencer à faire mal. Après 2-3 minutes, la douleur qui est à 1 sur 10 va peut-être être rendue à 3 sur 10. Est-ce que
la pression de l'épingle à linge a changé? La réponse est non. Non. Est-ce qu'on peut très rapidement sensibiliser le système nerveux? La réponse est oui. C'est réversible. On arrête, tout ça revient. Ouais. Donc, dans mes études de maîtrise, je me suis intéressé à ce genre de mesures-là qu'on peut faire en douleur expérimentale. Et ce qu'on faisait, je prenais une thermode, qui est c'est un petit appareil là, qui envoie la chaleur assez chaude pour faire mal, mais pas brûler. Ouais. C'est à 3 cm par 3 cm. On met ça sur l'avant-bras. Et je disais aux patients, et ça va faire mal. C'est de la chaleur, mais inquiétez-vous pas, ça ne brûle pas. Et je ne leur disais pas que la température était pour rester constante. Donc, ça va monter, puis ensuite, ça va être constant. J'enlève cette partie-là. Et je leur demande d'évaluer en temps réel leur douleur pendant 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? La douleur augmente. Après 30 secondes, ça commence à diminuer. Ça reste stable, puis dans la dernière minute, ça s'en va en augmentant. Est-ce que mon stimulus nociceptif en périphérie a changé? Absolument pas. Il est à 47,5 degrés Celsius pour donner un chiffre au hasard. Ouais. Et la personne perçoit de plus en plus de douleur. Donc, si on est capable, en 2 minutes, d'avoir des évidences de sensibilisation du système nerveux, imaginez en 2 mois. Oui, puis en année. J'ai fait ce test-là d'ailleurs de thermode. Oui, puis on avait fait les sommations temporelles, puis les pressure pain threshold. J'ai fait mon projet de maîtrise sous Lisa Carlesso. On avait fait en lien avec l'arthrose puis les différents groupes. Fait que non, je me rappelle très bien de ça. Puis effectivement, là, c'est une expérience désagréable. Le système nerveux réagit d'une certaine façon. Et ça s'explique mécanistiquement. Ouais. On est capable d'expliquer Ouais. le mécanisme, qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle épinière, pourquoi ça se passe. Puis, aussitôt qu'on l'enlève, c'est fini. Mais si ça dure des semaines, des mois peut-être, mais là, à un moment donné, le système nerveux, là, son adaptation devient vraiment plus fixe. Ouais. Donc, les neurones de deuxième ordre, là, il va y avoir un switch quasiment génétique qu'eux autres, ils vont répondre différemment. Ils augmentent leur seuil d'activation et c'est vraiment changé. Donc, à chaque fois que tu te frôles à quelque part, ben voilà, ta douleur est plus grande. Donc, tu as des évidences d'hyperagésie ou même allodynie. J'aime mieux ta métaphore avec l'épingle que le fameux système d'alarme qui devient... Les deux ont des points communs, là, mais je trouve ça... tout le monde est capable de penser à cette image-là, puis c'est logique de dire, ben oui, ça va faire mal. Oui, puis tout le monde peut même l'expérimenter. Ouais. Ah ouais, OK, ouais. J'ai laissé l'épingle à linge 3 minutes sur mon oreille, ça a fait plus mal. L'épingle, la pression n'a pas changé. Donc, le système nerveux, il s'adapte. Puis c'est une bonne chose qu'il s'adapte là, parce qu'il est là comme système d'alarme. Ouais. C'est ça. Fait que là, le corps dit enlève-le, là, il commence à avoir une bonne ischémie. Là. Ça se peut que. Si c'est modulable vers le haut, ça veut dire que c'est modulable vers le bas. Exactement. Ça, c'est la beauté, par exemple. Le gradateur, il va sur les deux côtés. Malheureusement, nos patients nous arrivent avec le gradateur pas mal plus vers le haut que vers le bas. Ouais. Et notre travail, c'est à différents niveaux de moduler ça vers le bas. Avec différentes. En travaillant avec nos drivers. Exact. Nos vecteurs. Puis souvent, les gens, ça peut comme sonner comme une mauvaise nouvelle du fait qu'il y a autant de facteurs qui contribuent à la douleur, mais au final, s'il y a autant d'éléments qui sont des vecteurs de douleur et d'incapacité, ça veut dire que tu as le choix de travailler sur plein de choses pour améliorer ta condition. Oui, tu as le choix, puis des fois, c'est un non-choix. Là. Ouais. Il faut c'est ça, mais ça veut dire que notre approche, c'est pas juste un traitement. C'est pas juste les exercices. Ouais. On sait que c'est une approche, il faut, là, c'est ça. Puis les exercices, là, ça marche. Là. Ouais. Comme les évidences. Là, mais pas tout le temps dans les mécanismes que les gens pensent que ça marche. Non, oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, les évidences sur le type d'exercice, là, c'est quoi le meilleur exercice, mais ultimement, c'est celui que le patient va faire. J'ai fait un épisode complet avec Simon Lafrance. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, je pense que si on va faire de la recherche sur les exercices, là, c'est plus de la recherche sur l'adhérence aux exercices que l'exercice comme tel. Et l'attente de ce que l'exercice va amener comme résultat. Et l'attente, ça, je suis content que tu en parles parce que ça, on a un gros travail à faire. Il faut que le patient comprenne cet exercice-là que tu lui donnes, à quoi il sert, où est-ce qu'il agit. J'ai eu des expériences récemment en personnel, en consultant du monde, qui me donnent des choses avec aucune explication. Moi, je le sais, là, c'est ça. Mais là, je vois ça du côté patient. Je me dis, il ne me l'a pas dit parce qu'il pense que je le sais, ou il me l'a dit, ou il ne l'a pas dit parce qu'il ne sait pas qu'il faut qu'il le dise. Ouais. Donc, moi, le message que je veux livrer, il faut 20 exercices, oubliez ça, on s'entend, là, c'était 2, 3, puis il faut qu'il soit bien fait, la qualité avant la quantité, et surtout, à quoi il sert. Ouais.
Bon, vous êtes avec votre patient, vous êtes rendu à cette étape-là. Cet exercice-là, je prends l'exemple de direction préférentielle, vous ne le faites pas 2 fois par jour. Là. Vous le faites à volonté, façon de parler. Okay? Et voici à quoi ça sert. C'est votre as de cœur dans un jeu de cartes. Souvent, dans l'as, c'est intéressant. C'est ça. Donc, lui, il va avoir un effet à court terme, ça va marcher. Il va pas, c'est pas ça qu'il va tout enlever. Là. Vous avez d'autres cartes à jouer, etc. Mais lui, c'est une carte est forte. Là. C'est ça. Il y a d'autres cartes qu'on va donner aux patients. Cet exercice-là, il n'y aura pas d'effet sur votre douleur immédiat. Mais le but, c'est d'arriver là-bas. Donc, lui, c'est un 5 de trèfle. C'est mieux qu'un 2. Il court moins vite, mais il court longtemps. Il va arriver à vraiment à quelque part d'intéressant. Mais si le patient comprend ce qui se passe, comprend pourquoi il fait ces exercices-là, ben, on a des bonnes raisons de croire que, 1, l'adhérence va être là, et 2, après ça, le feedback qu'il va donner au thérapeute, ben, il va être encore plus riche. Là. Je l'ai fait, ton os de cœur, il marche vraiment bien. Tu notes un autre. Le 5, là, il ne me tente pas parce que je ne vois pas. Oh, OK, mais là, on revient sur l'explication du pourquoi, où on le progresse, etc. Donc, notre job, c'est vraiment d'ajuster ça. Plus le patient est connaissant de sa condition et des moyens pour le gérer, plus notre travail en réadaptation, il va être facile après. Là. On parle le même langage, on va être réactif. Et ça amène perception de contrôle. Ou contrôle réel, mais des fois, juste le contrôle perçu est suffisant. Oui. Mon plus beau cas clinique, là, mon plus beau success story quand j'étais clinicien à temps plein, c'est un patient qui est rentré à la clinique avec une douleur à 6 sur 10 puis qui est ressorti avec une douleur à 6 sur 10. Ah ouais. Mais il était content parce qu'il retournait à son ancien travail, ce qu'il voulait faire, et il y avait tous les moyens pour la contrôler. C'est moi, là, la question de qu'est-ce que vous vous attendez du premier rendez-vous aujourd'hui, je la pose systématiquement à toutes mes évaluations. C'est moins de 10% qui me disent je veux ressortir en ayant moins mal. Quand les gens ils me disent je veux avoir moins mal, je leur dis aujourd'hui, là, ils me disent non, c'est pas grave, juste savoir quoi faire pour éventuellement que ça se règle. C'est pas vrai que les gens veulent absolument sortir avec moins de douleur. Ils veulent savoir quoi faire. Parce que s'ils sortent avec moins de douleur parce que tu les as massés, parfait. Tout le monde va être mieux après avoir été massé, mais il fait quoi quand il arrive chez lui? Oui, c'est ça. Fait qu'il faut c'est ça. Puis c'est correct d'avoir des stratégies. Moi, on pourrait reparler des stratégies passives qu'on peut mettre. Ben, c'est correct, mais tant qu'elles sont utilisées activement. Voilà, c'est ça. Donc, ultimement, ben, c'est ça. Le patient a des moyens pour se contrôler. C'est ça. Donc, domaine 3. Oui, domaine 3, c'est nos comorbidités. Là, lui, on l'a divisé en 2, comme tous les autres. Puis les comorbidités les plus faciles à gérer pour un professionnel de la réadaptation physique, comme nous, on est, ben, c'est les comorbidités physiques. Donc, tout ce qui est haute condition douloureuse, musculo-squelettique ou arthritique, etc. C'est ça. Donc, là, l'idée, c'est d'aller voir, ben, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce que je dois éteindre ce petit feu-là aussi? Est-ce qu'on rentre là-dedans diabète, problématique cardiaque? C'est-tu dans les comorbidités physiques aussi? Bon, dans les comorbidités physiques, on pourrait le diviser en 2. Il y a les douloureuses puis il y a les non douloureuses. Ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont des conditions cardiovasculaires ou même un indice de masse corporelle élevé, il y a une association entre ces deux-là particulièrement et le niveau de douleur. Mais ce n'est pas une relation de cause à effet. C'est ça. C'est une association. Donc, on voit les patients qui ont ces conditions-là ont plus de douleur. Donc, est-ce que si je règle la condition, la douleur part? Non, c'est juste une association. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait considérer un peu là-dedans, mais l'important, c'est qu'il soit contrôlé. Donc, si la personne a une condition cardiovasculaire, comme l'autre tension artérielle, est-ce qu'elle a un traitement qui permet que son autre tension artérielle est contrôlée? C'est ça. C'est ça. Donc, oui, c'est contrôlé. Fait que l'idée, c'est de savoir est-ce que c'est contrôlé. Sinon, ben, est-ce que c'est moi qui interviens dessus ou je réfère au médecin pour intervenir là-dessus? Ça peut être la même chose pour le diabète. Oui, ben, je pense au diabète. Là, c'est ça. Le patient qui a de grosses difficultés à contrôler son diabète, on ne peut pas laisser ça aller non plus. Là. C'est ça. Donc, il faut qu'en tenir compte. Et l'autre niveau, ben, c'est les comorbidités reliées à la santé mentale.
Et là, les comorbidités reliées à la santé mentale, les plus fréquentes, c'est les troubles de l'humeur, par exemple. Ouais. Puis ça, c'est pas des diagnostics que nous, on fait. Là. Non, on est dans le DSM. Là. Oui, on est dans le DSM. Ouais. Fait que tout ce qui est dans le DSM, à la limite, on pourrait le dépister. Hein. Il y a des outils pour nous dire, oui, ça ressemble à un trouble généralisé d'anxiété, ça ressemble à dépression majeure, etc. Si le patient nous le dit pas. Et là, c'est de s'assurer que cette comorbidité-là, parce qu'on sait que ça va interférer avec le processus de réadaptation, mais qu'elle soit prise en charge. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le patient y ait un peu des services pour ces problématiques-là. Puis je pense que notre rôle, c'est vraiment de, dépister, s'assurer, demander au patient, peut-être à la limite dépister, et au besoin, référer aux professionnels dont son champ de pratique, c'est la santé mentale. Oui. Parce qu'on sait aussi, puis on rentre là-dedans les troubles de personnalité même, oui. On sait que certains troubles de personnalité amènent des comportements qui font un peu un lien avec le dernier domaine, qui sont des comportements maladaptifs par rapport à la douleur, aussi par rapport à des cognitions ou des croyances en lien avec la douleur, le mouvement. Fait que ça devient beaucoup de cartes mêlées. Beaucoup de cartes mêlées, puis ce que je dirais, c'est à ce niveau-là, un trouble de personnalité, là, c'est pas nous autres qui allons on va pas le changer, là, mais on travaille avec. Parce que ça joue sur notre adhérence, entre autres. Adhérence et interaction avec le patient. Ouais. Les patients qui ont des troubles de personnalité limites, comme comorbidité. Moi, quand j'étais clinicien, j'avais la chance d'avoir un psychologue à la clinique. OK, ouais. Je parle au psychologue, OK, dis-moi comment que je dois... Comment on interagit. Comment on interagit. Parce que je me souviens, quelques-uns de ces patients-là, tout ce qu'on essayait, ça ne marchait pas et c'était de ma faute. Ouais. J'ai beaucoup de mes jeunes physios à la clinique avec qui je fais du mentorat qui vont reconnaître cet état d'esprit-là. Me sentir que c'est ma faute que la personne n'évolue pas. Ouais. Donc là, il faut comme être outillé un petit peu là-dessus. Là. Puis, je me souviens d'avoir eu des bons trucs du psychologue. Quand tu as telle réponse, toi, tu fais tel comportement. Ouais. L'idée, c'est pas de changer son TPL, là, c'est de mieux interagir pour considérer. Puis c'est pas une généralisation à tous les TPL, là, parce que ça va aussi en lien avec certains traits de personnalité qui ne sont pas nécessairement un trouble de personnalité. Là. Oui, puis il ne faut pas oublier nos traits de personnalité à nous. Il y a ça aussi. On fait partie de l'équation, on interagit. Là. Ben oui, donc, si un thérapeute se fait dire à chaque fois que c'est de sa faute puis que c'est la grosse défensive, ben ça ne va pas dans une bonne direction. Là. Fait que ça, c'est la deuxième, la partie B. La partie B du troisième domaine qui est comorbidité. Le quatrième domaine, c'est nos facteurs cognitivo-affectifs et nos comportements mal adaptés. Puis des facteurs cognitivo-affectifs, là, il y en a une tonne de littérature là-dessus. Ouais. Alors, je parlais d'entrée de jeu, c'est des cognitions mal adaptées, des émotions mal adaptées, humeur jusqu'à un certain point, parce que l'humeur, c'est pas toujours un trouble de l'humeur, hein, il y a comme un continuum. Des attentes ou des perceptions, perception de la maladie, représentation de la maladie qui serait peut-être moins fonctionnelle, un petit peu plus erronée. Donc ça rentre là-dedans. Le problème avec ce domaine-là, c'est qu'il y en a tellement par où commencer. Ouais. Donc, c'est quoi? Lesquels sont impliqués? Lesquels sont impliqués, puis comment je fais pour savoir que c'est la pensée catastrophique, ou etc. Ouais. Je passe-tu 1 heure de mon évaluation là-dessus? Bon, on est chanceux. Il y a un outil qui existe maintenant, qui a été validé, qui est l'outil Triant StartBack, ou le START MSK pour les conditions musculo-squelettiques. C'est un outil qui tient compte de ces facteurs-là, et donc plus psychologique, et qui établit le niveau de risque de notre patient. Le niveau de risque que la douleur se chronicise, que le patient souffre d'invalidité ou d'incapacité et que le patient ait aussi une mauvaise qualité de vie à moyen terme. Donc, c'est comme dans une belle équation mathématique, là, on a des prédicteurs et là, ça prédit une incapacité, puis c'est des prédicteurs de nature cognitivo-affective principalement. Et cet outil-là nous donne un score, risque bas, modéré ou élevé. Si votre risque est bas, ben, vous n'avez pas besoin d'aller fouiller toutes les autres, la pensée catastrophique, la peur de bouger, l'émotion. Votre risque est bas. Donc, en théorie, ça devrait bien aller. Lorsque c'est modéré ou élevé, ça vous dit qu'il y a un problème. Mais ça ne vous dit pas c'est quoi le facteur, lequel. Donc là, avec cet outil-là, ben, si vous voyez que vous avez un patient qui a un score qui vous indique qu'il est à risque élevé d'incapacité basé sur la présence de facteurs psychologiques, ben là, allez fouiller. Et là, il y en a une panoplie. Et là, ça peut être par des questions, ça peut être par différents questionnaires. En gros, c'est soit des processus cognitifs, de pensée catastrophique, d'injustice,
de sentiment d'injustice. Ça, c'est immense. C'est immense. Je me souviens d'avoir traité des patients qui avaient un gros sentiment d'injustice parce qu'il y avait eu un accident de voiture, par exemple, et le blâme, c'était sur un élément que c'était pas eux. Ou un employeur qui ne reconnaît pas, qui conteste, aller en cours pour des invalidités. C'est ça. C'est ça. Fait que ça fait partie des processus cognitifs. Il y en a d'autres, c'est plus émotif. C'est, écoute, j'ai peur d'avoir mal. Mais OK, bon, ben... Puis ça, la peur, on est outillé, là, on est capable de confronter cette barrière-là à la réadaptation. J'utilise l'analogie, soit qu'on lève la barrière ou soit qu'on la contourne. Notre job, c'est d'amener le patient du point A au point B. Et là, quand il y a des barrières de cette nature-là, ben là, il faudra qu'on prenne un autre chemin. Exact. C'est ça, donc, différemment. Ouais. Donc, il va falloir instaurer, mettre en place des mécanismes pour diminuer la peur de la douleur, diminuer la peur de bouger ou l'anxiété. En amenant tranquille, via l'exercice toujours. Ouais. C'est exposition graduelle. Exactement, en amenant notre patient vers ça. Et donc en diminuant l'influence de cette variable-là sur la douleur ou l'incapacité du patient. Ouais. Puis l'autre, c'est plus peut-être dans les attentes ou dans les perceptions. Est-ce que le patient a des attentes de traitement? Il s'attend à quoi? Moi, j'ai déjà fait de la physio avant, puis ça n'a pas marché. Ouais. Le clinicien part avec 2 prises. Là. Ouais, là, 2,5. 2,5, vous êtes mieux de faire vivre un succès rapidement. Ouais. Fait que ça, il y a des solutions. Là. Fait que là, il faut que le patient voit qu'il y a un succès. Des fois, c'est des perceptions erronées de la maladie. Hey, moi, j'ai passé un IRM, ils ont vu que j'avais un gros dérangement discal, puis il y a même une petite fissure, là, c'est marqué là, dans le rapport d'imagerie. C'est sûr que je ne peux pas retourner au travail comme ça. Représentation de la maladie. Ouais. Donc là, on a peut-être des choses à recadrer. Peut-être que le rapport d'imagerie, le patient l'a reçu par la poste. Peut-être que le médecin n'a pas vulgarisé l'interprétation un peu de ça. Donc, peut-être qu'il y a un proche qui a eu ça, qui est pas retourné au travail. Oui, c'est ça. Ou je vais me faire opérer comme mon voisin, puis là, lui, ça a bien été, fait que moi aussi, je veux une opération, alors qu'il n'est pas un candidat chirurgical. Donc, tu sais, c'est des représentations de la maladie. C'est une idée, c'est un concept, je pense, qui est sous-utilisé en physiothérapie en général, auquel on aurait... C'est une belle porte qui s'offre à nous, la représentation de la maladie, parce que le patient nous ouvre la porte de son cerveau sur comment, lui, sa condition de santé, sa maladie, il la représente. Ouais. Et là, nous, on peut voir, ça, si je corrige cette conception-là, ben ça devrait diminuer tel comportement. Exact. Si j'apporte de l'information pour que le patient comprenne mieux, diminuer tel comportement, etc. Ouais. Puis on voit beaucoup, entre autres, dans tout le travail des dernières années de Peter O'Sullivan, dans son modèle, dans son type d'approche, un des meilleurs prédicteurs que les gens règlent leurs problèmes de douleur chronique, c'est quand ils modifient leur cognition par rapport à leur maladie. Oui. Fait que c'est comme un des meilleurs prédicteurs de succès quand les gens partent avec une perception erronée ou une perception qui est nuisible pour la condition par rapport à comment il perçoit sa maladie, sa douleur, sa blessure. Puis quand il réussit à la modifier par, toutes les interventions qu'ils peuvent mener là, c'est un élément clé. Fait que ça va un peu avec ce que tu dis, modifier la cognition, la perception, ce qui va faire modifier les comportements éventuellement. Oui, on veut les amener dans oui, c'est ça, possiblement. Puis il faut faire attention, parce que des fois, nous, les cliniciens, on peut être des vecteurs de représentation inappropriée de la maladie. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais clinicien à temps plein, là, je prenais souvent le modèle anatomique et avec la colonne vertébrale, etc. Là, pour expliquer des choses, ça semblait faire du sens. Là, la littérature nous montre que c'est peut-être pas une super idée de faire ça, parce que pour certaines personnes, ça va aider. Pour d'autres personnes, ça va dire « Oh my God, c'est vraiment ça qui se passe dans mon dos. Là. Le petit affaire orange ou rouge, là, il sort. Là. Ah ouais, ça, ce modèle-là, il faut jeter ça aux poubelles. C'est ça. Fait qu'il est à risque. Ouais. Il faut comme soit choisir le patient, soit choisir les bons mots, etc. Et c'est ça, il est vraiment à risque. Donc, faut faire attention pour ne pas être un driver nous-mêmes de représentation erronée de la maladie. Avec le temps, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont très satisfaites d'une explication très simple de leur condition en moins de 20 secondes. Puis tu fais juste valider avec eux ce que je vous explique. Est-ce que ça a du sens? Ça vous satisfait? Oui, mais il y en a. Tu sais, je pense entre autres à tous ceux qui sont très, très cartésiens. Ouais. Les ingénieurs, les comptables, les mathématiciens, eux, ils veulent vraiment savoir comme précisément. Fait que souvent, on reconnaît dans ces personnes-là, on va leur expliquer plus en détail. Puis là, eux, souvent, ils veulent voir le modèle, ils veulent voir les planches anatomiques. On répond à leurs attentes, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Mais il faut déterminer si c'est nécessaire ou non. Exactement. Il faut comme voir c'est quoi le profil de mon patient, c'est quoi le niveau de risque que ça chez mon affaire. Ouais. C'est ça.
Fait que ça fait le tour de notre quatrième domaine. Oui, c'est ça. Puis la composante un peu plus complexe, le volet B, c'est les comportements mal adaptés. Oui. Donc là, quand que le patient a un comportement, il s'isole. Hein, il s'isole socialement. Il y a des gros comportements de surprotection mal adaptés ou simplement des comportements qui veulent communiquer sa douleur. Là, il faut qu'on intervienne un peu là-dessus. Il faut au moins qu'on les dépiste. Ouais. Dis, bon, mon patient, là, il y a un comportement mal adapté. Ce comportement-là, ce qui nuit au processus de réadaptation. Oui, OK. Qu'est-ce qui drive? C'est quoi la base de ce comportement-là? Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas bien sa maladie? Bon, bien là, souvent, s'il comprend mieux, bien, le comportement, il devrait diminuer, mais pas automatiquement. Donc, il faudrait vraiment, si on explique quelque chose avec la représentation de la maladie, le patient dit « Ouais, je comprends mieux », mais son comportement ne change pas. Là, il faut aller faire l'autre étape. Il faut dire « Non, regardez, on en a discuté tantôt, ce mouvement-là, vous pouvez le faire, là, il est sécuritaire. Là. Vous allez, au pire, vous allez vous irriter pour quelques minutes. » Ah, OK, c'est bon. Donc là, pour changer un peu changer des comportements mal adaptés comme tel. Le patient qui s'isole, qui reste à la maison, qui veut pas sortir par peur, bien, c'est un peu là, il faut le voir, il faut peut-être même cibler des objectifs. OK, cette semaine, je vous vois lundi prochain, on se lance-tu un défi? Vous êtes allé à l'épicerie, pas faire votre épicerie, là. Non, vous êtes allé acheter une pinte de lait puis vous êtes revenu 2 fois. OK. On se lance un défi comme ça. Donc, faut vraiment pas juste sticker sur le cognitif. Il faut avoir un plan de match pour les comportements. Oui, ou que ça s'actualise dans des comportements, dans la réduction des comportements mal adaptés s'il y en a. Puis on rentre là-dedans un peu comment les gens expriment leur douleur ou comment ils montrent à leur environnement, se tortiller, les grimaces, tout ça. Oui, on peut rentrer. Oui, ça j'appelle ça un comportement de communication. Oui, c'est ça. Le patient, ce qu'il veut, là, c'est qu'on lui dise « Monsieur, là, madame, là, je sais que vous avez mal. » Je sais. Puis souvent, parce qu'au lieu de communiquer par des mots, il communique avec du langage corporel. Avec du langage corporel. Puis quand que la personne en avant de lui acquiesce, ben ça diminue. Ça devrait diminuer un peu. C'est un peu une sorte de façon de... T'as pas compris de voir à quel point je souffre. Exactement. Puis là, de prendre au sérieux ça, etc. Et non plus de ne pas se laisser influencer non plus, parce que le clinicien peut être un autre vecteur de comportement mal adapté. Votre douleur a monté de 4 à 6, arrêtez tout. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais. Tout ce modèle-là, c'est des éléments qui sont propres aux êtres humains. Fait que c'est pas juste propre aux gens qui sont pris avec une douleur. Là. C'est ça. T'sais. Fait qu'il faut pas s'oublier là-dedans. C'est ça, exact. Moi, là, comme clinicien, quand je vois le patient, c'est quoi mon propre comportement? Quand il manifeste plus de douleur, etc. Est-ce que moi-même, j'ai peur de la douleur? Est-ce que c'est ça? Donc, c'est quoi ma propre conceptualisation, etc. Est-ce que tu sentais que ça faisait le tour du domaine 4? Oui, ça fait pas mal le tour de domaine 4. Fait que domaine 5, notre dernier. Donc, il y a 24 heures d'une journée. Donc, on s'intéresse au tiers au travail puis au tiers dans le reste de la vie. Il y en a des choses là-dedans. Il y en a des choses là-dedans. Ceux qui sont peut-être un petit peu plus facilement modifiables, c'est tous les facteurs qui sont en lien avec l'occupation de la personne. Donc là, est-ce que votre patient est en arrêt de travail? Est-ce qu'il est en arrêt de son occupation? Est-ce qu'il entrevoit, lui, des barrières autour au travail? Donc, en termes de satisfaction de travail, en termes d'exigence de travail, est-ce qu'il a accès à un travail modifié ou des heures modifiées ou des accommodations qui peuvent être là par son employeur? On sait que selon le tiers payeur, bien, il y en a qui sont imposés par la loi. Il y en a d'autres que c'est un peu plus malléable. Puis donc, il faut voir aussi avec quoi on travaille. Donc, tous ces facteurs-là qui souvent sont très bien pris en charge par nos collègues en ergothérapie. Oui, c'est ça. Mais il faut juste être capable de dire, bon, est-ce que aujourd'hui, là, ça fait 3 semaines que mon patient s'est blessé, j'anticipe-tu des barrières au retour au travail? Si oui, je peux tout de suite commencer à voir ces barrières-là avec le patient, peut-être prévoir une intervention en ergothérapie quand le niveau de fonction du patient va avoir assez augmenté, donc pour faciliter un retour au travail, pour qu'on n'intervienne pas juste, encore une fois, chez le patient, mais son contexte occupationnel. Et ultimement, le niveau B, mais peut-être son contexte social à lui. Est-ce qu'il perçoit qu'il y a du soutien de son conjoint, sa conjointe? Oui. S'il y en a un. S'il y en a un. Parce que les personnes seules, des fois, c'est encore plus difficile. Plus difficile. Ils ont-ils un réseau? Sans que ce soit un conjoint, c'est ça. Ils ont-ils un réseau? Est-ce que ces personnes-là ont eu des expériences négatives en lien avec des professionnels de la santé avant? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'est-ce qu'ils pensent d'un peu tout ça?
Je suis sûr que peut-être toi, sûrement nos auditeurs ont déjà eu un patient à un moment donné qui était en expertise médicale. Et moi, je me souviens, le patient a dit, écoute, j'ai été dans le bureau 4 minutes 30 secondes, puis il me dit que j'étais prêt à retourner au travail sans m'examiner. Ouais. Donc, le médecin, c'est pas ça qu'il voulait dire, mais c'est ça qui a été perçu. Ouais. Et c'est ça. Et là, on tombe tous dans le même bateau. Exact. Donc, ou j'ai déjà eu de la physiothérapie, j'ai déjà fait de la physiothérapie, j'ai pas été capable d'avoir régler mon problème, donc la physio, ça marche pas. La physio, ça marche pas. Et moi, quand j'étais aux études, maîtrise, doctorat, j'évaluais des patients tous les vendredis matins où je suis. Puis une des premières choses que je leur disais, parce qu'ils avaient tout fait de la physio avant, c'est je suis physio, mais si vous permettez, on ne prendra pas le même chemin qui a été fait avant. Je vais essayer de voir les choses différemment avec vous. Êtes-vous partant? Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. Oui ou non. Là, si c'était non, c'est ça. Ouais. Je voyais que peut-être que là, je n'irai même pas voir mes facteurs nociceptifs aujourd'hui. Là. Non, exact. C'est un bon point. C'est ça. Donc, c'est un peu ça aussi qui est en lien avec le modèle. C'est que, c'est pas tout à faire le jour 1. C'est une structure cognitive pour faciliter le travail du clinicien. Oui, en physiothérapie, notre gros biais, c'est les 2 premiers domaines. Là. Mais il faut vraiment juste pas oublier le reste. Puis des fois, après 2 minutes avec le patient, vous allez voir qu'aujourd'hui, je n'irai pas dans le nociceptif. On va aller voir les autres. En appelant la personne dans la salle d'attente, des fois, oui, tu peux le savoir. Exactement. Tu peux savoir à quoi on a le patient, c'est quoi qu'il a de besoin aujourd'hui. Puis aussi, c'est juste dans la première rencontre, qui est habituellement le modèle au Québec en clinique, on voit les patients 1 heure pour une évaluation. Même si tu n'as pas le temps de tout évaluer, il y a des éléments clés que tu peux te noter qui disent « Ah, ça, c'était peut-être une petite porte vers quelque chose dans le domaine 3. Je vais y revenir, ou je vais pousser plus loin cet élément-là. » Sans nécessairement donner 12 questionnaires aux patients à remplir, puis après ça, faire une synthèse de tout ça. Là. Non, c'est ça. Fait que ça, il faut vraiment pas que ce soit perçu comme une montagne. Non, et même, on a développé des outils électroniques pour faciliter l'intégration de tout ça. Donc, dans 2 projets de recherche... C'est-tu le projet MAPS? Non, c'est pas la même chose? C'est pas la même chose, mais c'est en... Parce qu'on est rendu là en 2022. Là. Intelligence artificielle, compacter les données, collecter les données. C'est ça. Fait que le projet MAPS, c'est un tableau de base. On veut établir le profil pronostic du patient. C'est ça. Mais avant le projet MAPS, on a testé notre intervention sur le modèle. L'étude a été publiée en 2020 dans PLOS ONE. Puis là, on en a une qui vient de se terminer, un essai clinique où on a regardé la faisabilité, l'acceptabilité et l'efficacité de l'approche comparativement à juste l'application des guides de pratique clinique. Donc, une approche un petit peu plus... C'était un groupe comparatif. Oui, c'était mon groupe comparatif. Et on a développé un outil pour les patients et cliniciens pour utiliser le modèle. Donc, en gros, le patient, ça lui prend une quinzaine de minutes répondre au questionnaire avant l'évaluation. Mm-hmm. Il fait ça soit à la maison, soit sur tablette en clinique. Donne la tablette au clinicien. Le clinicien visualise les premiers résultats en lien avec chacun des domaines. Donc, avant même de parler au patient, on sait l'état au niveau de la douleur, la perception des capacités. Est-ce que j'ai une douleur nociceptive, neuropathique ou mixte? Est-ce que j'ai des évidences d'hypersensibilité du système nerveux central? Est-ce qu'avec le PHQ-4, j'ai des évidences que j'ai des comorbidités, anxiété ou dépression qu'il faudrait aller un petit peu plus loin? On a intégré l'outil Triant Startback pour savoir est-ce qu'au niveau des facteurs cognitivo-affectifs, il faut que je creuse davantage ou tout est correct. Et même un autre outil avec le Rebro ou d'autres choses au niveau occupationnel. Donc là, je n'ai pas vu le patient encore, là, mais j'ai ce portrait-là, j'ai le profil. Donc là, je peux plus facilement diriger mes questions. Je ne suis pas obligé de répéter les mêmes choses. Et ce que les gens trouvaient, c'est que ça facilite grandement leur processus d'entrevue pour faire le tour. Le tour est peut-être faisable en une évaluation à ce moment-là. Par la suite, dans le cadre du projet de recherche, on demandait aux cliniciens de prendre 5 minutes pour répondre à d'autres questions. Et automatiquement, le clinicien recevait un rapport en PDF sur une page par courriel qui disait quels domaines qui sont problématiques, A ou B. Donc, ça vient d'être publié en 2021? Celui-là, c'est mai 2022. OK, tout juste. Là. Tout juste, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans Archives of Physical Therapy. OK, c'est lui, oui. C'est lui, c'est ça. Il est en accès libre. Donc, c'est ça, de où est-ce qu'on a développé vraiment l'outil. À l'intérieur, il n'y a pas le lien électronique là, pour aller le tester, là, mais on a le lien. Donc, ce qu'on sait, là, c'est que c'est faisable. Ce qu'on sait, comme tu l'as nommé, on est en 2022, là, le papier, crayon, là. Ben, c'est ça. Dans des cas exceptionnels, OK, là, mais pour la masse, là, on est capable de dire, pouf, c'est ça.
J'ai reçu Denis Pelletier, un des derniers épisodes que j'ai diffusé. Puis, tu sais, lui, il vient de terminer son mandat, là, ou c'est sa dernière semaine, je pense. Demain, c'est la transition. Exactement. Le 10 juin. Et lui, ce qu'il voit comme vraiment dans le futur de la physiothérapie, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. T'sais, on a tellement de données, on a tellement d'études, de questionnaires, de résultats qu'on sait qui influencent ce qu'on essaie de faire avec nos patients, c'est-à-dire les ramener à une qualité de vie, à une fonction, qu'il faut trouver des façons de l'utiliser. Fait que ça semble être un excellent pas dans la bonne direction. Là. Il faut l'intégrer. Puis, tu sais, au Québec puis au Canada en général, on est en retard dans tout ce qui est dossiers médicaux électroniques. Mm-hmm. On n'en a quasiment pas. Là. Ce qu'on a souvent, c'est des photos. Ouais. Fait que je prends... photo du papier. Là. Photo du papier qui est uploadé sur un nuage. Ouais. Et c'est ça. Mais ce que ça nous prend, c'est de la donnée. Exact. Granulaire. Ouais. Des 0 puis des 1. Oui, c'est ça. Données granulaires. Puis qu'on va être capable, après ça, avec des années de données, de développer, entre autres, par exemple, des modèles pronostiques, de voir qu'est-ce qui arrive avec nos patients et d'utiliser ça et développer différents questionnaires adaptatifs, peut-être. Il y en a des questionnaires adaptatifs, Promise, entre autres, Quire aux États-Unis. Le patient commence à compléter le questionnaire. Si après 6 questions, il a tout dit oui, on s'en va au prochain. Là, parce que ça, c'est ça. Donc, ça vient réduire le temps. C'est beaucoup plus efficient. On est capable d'établir le profil. Puis, ultimement, si on connaît bien le profil du patient, ça devrait être matché avec une intervention spécifique à son profil. Effectivement. Donc, si ça prend 3 jours d'établir le profil, ça ne marche pas, notre affaire. Il faut qu'on établisse le profil rapidement, puis je pense qu'on a vraiment les outils aujourd'hui pour aller de l'avant avec ça. Et même les outils, peut-être même pour outiller le clinicien avec l'intervention. Moi, je rêve que le clinicien, le patient complète certains questionnaires, le clinicien aussi, le clinicien reçoive un beau rapport disant « Voici l'état voici le profil du patient. » Et en passant, voici ce que disent les guides de pratique clinique pour les différentes problématiques. Mm-hmm. Donc, un moyen peut-être pour augmenter l'adhérence à l'utilisation des soins de haute valeur, donc qui sont dérivés des évidences. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il faut garder l'interaction, l'effet non spécifique. Il y a des effets spécifiques puis l'effet non spécifique. Il ne faut pas négliger l'effet non spécifique, là, loin de là, mais au moins pour guider ça. Donc, ça, on est là. Même, je dirais qu'on est en retard. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? C'est quoi les prochaines étapes avec ce modèle-là dans les prochaines années? Donc, fait que juste si je résume, je pars de 2017. En 2017, on a publié le modèle, le concept du modèle. Exact. Après ça, il est venu une autre publication sur la validité de contenu des différents éléments que j'ai nommés avec un panel d'experts, avec une étude Delphi, où est-ce que là, ce qu'on proposait comme élément à l'intérieur, ça fait pas mal de sens. Ensuite, on a fait une étude où est-ce qu'on a regardé juste la faisabilité, puis juste un groupe sans groupe comparaison. Qu'est-ce que ça donne quand on applique ça à court terme? Puis la réponse était positive. Là. Ça va bien. Et aussi, ce que ça nous permettait, nous, de voir, c'est que pour monsieur, madame, tout le monde, les cliniciens qui traitent des gens lombalgiques, est-ce que tout le monde est juste nociceptif ou il est un peu partout? Non. C'est vraiment, ça fait du sens. Là. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est juste nociceptif. Là. On a une belle répartition de tout le monde. Donc, ça fait encore plus de sens. Ensuite, on a creusé un petit peu plus sur l'aspect cognitivo-affectif et l'aspect des comportements mal adaptés qu'on a publié parce qu'on n'est pas très outillé comme clinicien pour identifier les comportements mal adaptés. Donc, ça, c'est une autre étude en accès libre qui a été publiée. Et là, on vient en février dernier, on a terminé une étude où est-ce qu'on avait un groupe de cliniciens qui était formé avec le modèle, un autre groupe qui a eu une mise à jour sur les guides de pratique clinique. Mm-hmm. Et on les a traité vos patients selon l'approche qu'on vous a fournie. Puis on est présentement en train d'analyser ces résultats. Très intéressant. Donc, ça s'en vient. Et la prochaine étape, à court terme, ça va être vraiment parce que le modèle a été fait avec la littérature alentour de la lombalgie. Oui, c'était ma prochaine question. C'est ça. Donc là, c'est un peu intéressant d'aller voir, OK, oui, on a pris la lombalgie. Pourquoi? Parce que c'est la condition de santé qui avait le plus de littérature. Donc, quand tu pars de 0 pour un modèle, prends la population où est-ce qu'il y a le plus de littérature, puis ça a été lombalgie. Là, on va l'adapter pour la cervicalgie. Mm-hmm. On ne pense pas qu'il y aura une grosse différence. Là. Ça sera pas majeur, mais on veut faire une validation pour régler le rachis. Ouais.
Ça va déjà être pas pire. Ça va être pas pire. Ensuite, on pourra aller voir. Ouais. Puis les projets qui découlent un peu de ça, en parallèle, tu as fait allusion, le projet MAPS, là, Ouais. c'est les mesures d'outils. C'est vraiment d'incorporer le pronostic dans notre prise de décision clinique. Ouais. Donc, on a en lien, inspiré du modèle, entre autres, où est-ce qu'on a des outils pronostiques, c'est, puis ça, la collecte de données est en cours là, on a développé un ensemble de questionnaires, je veux dire, qui existaient déjà. On a fait un beau tri là-dedans avec des participants très variés, physio, ergo, médecins, agents des services payeurs, etc., pour dire c'est quoi les facteurs les plus importants pour vous. Puis, parce qu'on veut que le questionnaire se réponde en 15-20 minutes, puis on a développé ça. Puis ensuite, avec le projet MAP, c'est que le clinicien l'utilise. Donc, son patient complète ça avant. Et là, avant même de voir son patient en détail, tu as une idée du pronostic de ton patient selon différents outils ou facteurs pronostiques qui étaient les plus forts. Très intéressant. Donc, pour cibler. Fait que l'idée, c'est que le diagnostic qu'on fait en physio, c'est ce qui drive notre plan de traitement. Effectivement. Mais si on fait diagnostic plus pronostic, là, notre plan de traitement devrait être encore meilleur. Effectivement. Là. Parce que des fois, sans diagnostic, mettons libellé médical, juste avec le pronostic, on pourrait peut-être aller plus loin. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, l'idée de... Puis nous, en physio, j'ai vraiment la forte certitude qu'on va plus loin que le libellé avec nos déficiences, limitations, restrictions. Ouais. Donc, tu me fais voir un de tes patients demain matin, je fais ton analyse, je lis ton analyse qui est structurée comme ça, je sais pas mal à qui j'ai affaire. Mais si on ajouterait à ça des éléments en lien avec le pronostic de façon systématique, bien là, c'est encore plus complet, là. Parce que le pronostic vient vraiment influencer mon choix de modalité de traitement. Samedi, là, mauvais pronostic basé sur tel facteur. Donc, moi, je vais contrôler tel facteur. Ouais. On va être capable de cibler les interventions les plus payantes sur les facteurs les plus payants. C'est l'hypothèse. Ouais. À suivre. À suivre, c'est l'hypothèse. Il va falloir que je te réinvite dans quelques années pour voir où on en est rendu avec ça, puis ça. où est-ce qu'on est rendu avec l'implémentation de tout ça. Oui, puis pour le pronostic, on a développé une belle formation en ligne pour l'Ordre. Donc, c'est sur le site de l'Ordre. Si vous voulez en savoir plus sur le pronostic en physiothérapie, qu'on démêle un peu le langage là-dedans, à quoi ça sert, comment ça peut se libeller, s'implanter, puis c'est quoi nos outils pronostiques qu'on a prêts à être utilisés en clinique demain matin, autant en musculo, en cardio, en neuro, en gériatrie. On a fait un listing de ça. Donc, c'est une formation qui est disponible sur le site web de l'Ordre. Puis, il y a aussi la formation que tu vas donner en présentiel au mois de janvier. Oui, j'en avais déjà donné plusieurs en présentiel, quelques-unes en ligne. Et là, j'en donne une à Québec le 4 novembre en présentiel. 2022. Et en janvier 2023 à Montréal en présentiel, si évidemment... Je le souhaite fortement. Oui. Avec les informations sur le site de l'Ordre. Oui, c'est ça. Tout est là. Excellent. Ben, Yannick, merci énormément pour cette super belle discussion. Je pense que ça lie beaucoup d'éléments qu'on a déjà discuté à travers différents épisodes. Mais je suis très content d'avoir fait cet épisode-là. Puis je pense que autant le monde de la physio que le monde médical et le monde des patients, des gens blessés, des gens qui ont de la douleur vont vraiment avoir apprécié de comprendre un peu comment fonctionne cette chose aussi complexe que la douleur. Oui. Mais il y a de l'espoir parce qu'il y a des interventions puis il y a des solutions. C'est ça. Donc, la solution qu'on a amenée avec le modèle, c'est une structure pour faciliter le processus cognitif, par exemple, du clinicien pour tenter d'identifier, sortir de juste ses pantoufles, du biomécanique ou du nociceptif pour aller faire le tour. Et ça, ultimement, c'est un très bon atout pour communiquer avec les autres. On n'est pas tout seul à traiter ces patients-là. Là. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des ergothérapeutes. Donc, si on a tous un langage commun, une vision commune, tu dis, OK, moi, je peux focusser sur ces 3 domaines-là où je vais prendre telle approche, toi avec les 2 autres. La collaboration professionnelle, intra- et interdisciplinaire, ultimement, c'est l'autre aspect qui va être payant. Oui. C'est assurément un message clé à retenir de cet épisode et pour la suite des choses. Excellent. Merci. Merci à toi, puis au plaisir de se reparler. Au plaisir, merci encore d'invitation. Salut.